Pour cette seconde partie de notre application, nous allons maintenant mettre en place ici le backend en utilisant la bibliothèque Node.js. Aussi, ce que vous devez retenir, c'est que ça, ce n'est pas une formation sur Node.js. Donc là, on ne va pas totalement expliquer les bases de chez base. On va juste mettre en place quelques pratiques que nous avons déjà eues. Donc, si vous voulez apprendre les bases de Node.js, je vous invite à fouiller à aller sur la chaîne et j'ai créé ici une playlist plutôt, où j'ai appris ici les bases de Node.js, où j'ai créé ici une formation pour pouvoir vous aider à vous intégrer dans le développement Node.js. Alors, ce sont ces bases-là qu'on va vouloir mettre en place ici pour créer ici ce backend-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce n'est en aucun cas un cours de Node.js puisque vous allez voir ici des notions que vous ne connaîtrez pas si vous n'avez jamais fait ici du Node.js. Donc, maintenant que ça c'est dit, on peut se lancer. Et là, ici, j'ai créé ici un nouveau projet, un nouveau dossier que j'ai appelé API Expense Tracker. Et c'est à l'intérieur ici que je vais vouloir générer ici mon code Node.js. Donc là, j'ai ouvert le projet dans mon éditeur qui est VS Code. Et là, j'ai ouvert ici le terminal. Et à l'intérieur de ce terminal ici, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici la commande npm init, histoire d'initialiser mon projet. Donc là, je vais agrandir le terminal pour que vous puissiez voir. Et là, ici, je dois mettre ici le nom du package. Donc, je vais garder tel quel, API Expense Tracker. La version, je laisse. Description, je laisse. Et là, ici, pour le entry point, je vais ici lui dire que le entry point, ça sera app.js parce que je vais bientôt le créer. Là, on aura ici une commande de test, mais là, on laissera ça ici. Le répertoire guide, on laissera aussi. Et les mots-clés, on laissera l'auteur. On dira que c'est moi l'auteur. Donc, vous mettez votre nom en tant qu'auteur. Ensuite, la licence, vous pouvez laisser. Et là, si ça, c'est bon, vous pouvez cliquer ici, taper ici Yes pour l'enregistrer. Ensuite, lorsque vous ferez ça, vous verrez que vous aurez ici un nouveau fichier package.json qui va apparaître. Et là, c'est ainsi que démarre notre application Node.js. Ensuite, là, vous allez voir que vous avez ici la commande, la section main qui dit que c'est qui définit le point d'entrée de votre application. Et dans ce cas-là, c'est app.js. Donc là, ici, on va créer ici ce point d'entrée qui est le app.js. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ici pas mal de dépendances pour pouvoir gérer ici notre application Node.js. Notamment, on va commencer par celle qui va permettre d'interagir avec le hot reload. Donc là, on va venir au niveau du terminal et on va faire ici un npm in de nodemon. Donc là, on va installer ici nodemon. Une fois que nodemon est installé, on va venir dans la section script du package.json et ici, on va ajouter ici une nouvelle commande qui va permettre d'exécuter notre code. Donc là, on va dire que ça sera ici star. Et là, ça sera ici nodemon. Donc là, on va appeler ici le package du app.js. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau ici de ce app.js, tout ce qu'on va faire pour le moment pour s'assurer que cela fonctionne, on va faire ici un console.log de OK. Ensuite, là, je vais ici enregistrer et ici, je vais faire ici un npm start pour pouvoir voir si on a accès à cette valeur OK. Et là, on remarque qu'on a ici la valeur OK, ce qui veut dire que nodemon est totalement bien exécuté. Et cette fois-ci, je modifie ici cette valeur en mettant ici un double OK. On aura nodemon qui sera relancé, on aura ici la valeur qui aura été changée en temps réel. Donc là, ici, on peut commencer ici notre application. Et aussi maintenant, juste avant de commencer, on va encore installer ici un autre package qui va permettre de parser les données, qui sera ici le body parser. Donc là, on va venir faire ici npm i de body parser. Donc là, je pense que c'est comme ça. Et je vais aller sur la documentation. Donc, node body parser npm. Body parser npm. Et là, c'est npm i body-6 parser. Donc là, je fais ça npm i body-parser. Et si je fais ça, je vais installer ici body parser dans mon projet pour pouvoir parser ici mes données. Donc là, on va attendre que body parser finisse de s'installer et là, on pourra commencer ici. Donc, maintenant que ça c'est bon, on va pouvoir démarrer ici notre application. Ensuite, ici, juste avant de démarrer, c'est que là, ici, on va encore venir ici installer un autre package. Et là, cette fois, on va venir installer Express. Donc, on fait ici un npm i de Express pour pouvoir installer ici Express. Ensuite, je pense qu'une fois qu'on a ces bases-là déjà installées, on va pouvoir démarrer ici cette application pour pouvoir parler. Donc, ici, en début, on dira qu'on va d'abord commencer par appeler Express en faisant ici Express égale à require Express pour lui dire qu'on souhaite inclure Express dans notre application. Ensuite, encore, on va lui dire qu'on souhaite inclure ici body parser avec un cost body parser égale à require body parser parce qu'on va utiliser pour parser ici des données plus tard. Et là, je pense qu'on doit encore inclure ici un autre système qui va permettre d'interagir avec la base de données MongoDB. Donc, on va en même temps l'installer. On va ici faire un coup de npm i mongoose. Donc, npm i mongoose.
Alors maintenant qu'on a fini d'installer ici Mongoose qui va permettre d'interagir avec la base de données, on peut aussi lui dire qu'on va l'inclure dans notre application. Donc on fera encore une autre fois de const mongoose égale à require de mongoose. Donc là on prendra encore mongoose ici. Et une fois que cela est fait, on viendra tout en bas. Et si on mettra ici un const app égale ici, on dira que ça sera égal à use de express. Ou alors on peut dire que const app égale à directement express qui sera exécuté comme une fonction. Et là, on peut aussi lui dire qu'on pourra faire ici un app.listen pour écouter sur un certain port. Mais juste avant de faire ça, on va se rendre au niveau de MongoDB. On va aller créer ici une nouvelle base de données MongoDB qu'on va pouvoir prendre pour gérer ici cette application. Donc là, je vais encore me rendre ici sur mon navigateur. Et cette fois, je vais fermer cette fenêtre. Et je vais venir taper ici MongoDB Atlas. Donc là, on va venir dans MongoDB Atlas, cliquer ici sur l'un des liens. Pour tomber ici sur le site de MongoDB et là, on va venir créer ici une connexion à une base de données MongoDB. Donc là, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter directement en cliquant ici sur Sign In et voir ce que ça va me donner. Et vous devez aussi créer ici un compte ou utiliser ici votre adresse mail pour pouvoir avoir un compte comme moi je vais le faire. Donc là, moi je vais utiliser le compte Gmail que j'ai. Et là, on va tomber ici sur cette page. Lorsque vous aurez fini, vous tomberez ici sur cette page. Et là, je vais cliquer ici sur cette icône pour quitter. Et là, vous allez vous rendre directement dans la section Data Network Access, qui est la première chose à prendre en compte. Et il faut comprendre que lorsque vous utilisez dans MongoDB pour pouvoir travailler, il va falloir que vous autorisez ici une liste d'IP qui seront autorisées, qui seront reconnues par MongoDB. Et il va permettre à ces IP-là de pouvoir interagir avec la base de données que vous allez utiliser. Donc là, quand on va cliquer dans Network Access, on va venir intégrer, on va venir lui dire qu'on veut pouvoir avoir accès à notre espace MongoDB avec l'IP, l'adresse IP de notre ordinateur. Donc ici, ou l'adresse IP de notre ordinateur qui va héberger le serveur. Donc là, on va venir cliquer sur Add IP Address ou Ajouter adresse IP. Et moi, je vais prendre ici Add Current IP Address. Ou alors, vous pouvez mettre ici Allow Access from Anywhere pour pouvoir avoir accès à cet environnement MongoDB depuis n'importe quelle URL, depuis n'importe quelle machine. Donc moi, je vais prendre seulement l'adresse IP actuelle et je vais cliquer ici sur Confirmer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez voir que votre adresse IP actuelle va être affichée ici dans la liste des IP Access List. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller dans Database Access maintenant. Et là, vous pouvez ici ajouter ici un nouvel utilisateur si vous n'avez pas déjà d'utilisateur. Donc là, vous avez à cliquer sur Add New User Database. Vous allez cliquer ici sur Password, créer ici un nouveau mot de passe et un autre mot de passe de connexion. Et là, quand vous aurez fini, vous allez cliquer ici sur ça pour fermer, pour enregistrer ici l'utilisateur. Ensuite, vous allez cliquer sur la section Database. Et là, je pense que là, vous cliquez ici sur Deployment Database. Vous allez cliquer ici sur Connect. Donc là, il va vous montrer différentes manières de vous connecter. Et la méthode que nous on va vouloir utiliser pour nous connecter, c'est que là, on va vouloir utiliser. Donc là, on va choisir ici Compass. Et là, on va venir copier ici ce lien de connexion là. Et là aussi, vous devez cliquer ici sur Download Compass pour pouvoir l'utiliser lorsqu'on va arriver à cette partie-là. Donc, je vous invite à utiliser Compass parce que ça sera ici un environnement graphique qui va permettre d'afficher ici notre base de données MongoDB si vous souhaitez pas passer par les commandes. Donc là, ici, vous allez cliquer ici sur Copy Connection String with MongoDB Compass. Donc là, on va cliquer sur ça et on va copier ici toute cette ligne-là. Donc là, on copie toute cette ligne-là et au niveau de notre application, on va venir créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler const qui sera ici MongoDB URL et ça sera égal ici à ce qu'on vient de copier. Ensuite, là, vous devrez ici personnaliser ça et mettre ici le mot de passe qu'il faut. Le mot de passe, c'est quelque chose que vous avez déjà. Lorsque vous avez ici créé ici un nouvel utilisateur, vous avez fourni ici ce mot de passe là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais créer ici un nouveau dossier utile et à l'intérieur, je vais mettre ici ce fichier là. Donc ici, je vais créer ici un nouveau dossier utile. À l'intérieur, je vais créer ici un nouveau fichier que je vais appeler database.js. Et ici, je vais faire ici un export const. Et je vais venir exporter ici cette valeur-là. Donc là, je vais la couper ici et l'envoyer ici. Export const MongoDB URL. Ensuite, là, la prochaine chose que vous devez faire, c'est que là, ici, vous devez mettre ici le nom de votre base de données. Et là, on va l'appeler ici backend
backend, ou alors on va dire que ça sera expense tracker, parce que là, ça sera ici directement le nom de la base de données. Expense tracker. Et ici, vous devrez définir ici votre mot de passe. Donc, moi, j'ai déjà défini mon mot de passe. Je ne vais pas vous le dévoiler. Mais à cette partie-là, c'est le mot de passe que vous devrez ici définir. Donc, puisque ça, c'est clair que vous avez mis votre mot de passe ici et que vous avez mis ici le nom de votre base de données, au niveau ici de app.js, nous pourrons poursuivre. Donc aussi au niveau de app.js, juste après avoir appelé la constance app, on peut ici faire ici un mongoose.connect et ici on va appeler ici le nom de ce fichier là. Donc puisqu'on a fait ici un export const, on a exporté cette constante, on peut ici l'appeler depuis n'importe quel autre fichier. Et là je pense que ça sera mongo URL. Vous allez voir qu'il doit l'importer de util database. Et ici on va mettre ici le point connect. Et là, on n'a jamais ici le point connect. Donc là, on va venir écouter ici le résultat. Donc on va faire ici un point ven. Et là, on va obtenir ici un résultat de cet appel-là, de cette tentative de connexion à notre base de données. Ensuite, lorsqu'on a ce résultat, là, on va créer ici un nouveau serveur qui sera ici app.listen. Et ici, vous allez choisir ici le port sur lequel vous souhaitez écouter. Donc dans mon cas, je peux lui dire que je souhaite écouter sur le port 8080 ou alors je vais lui dire que je souhaite écouter sur le port 3001. Ensuite, ici, ce qu'on peut faire, c'est que là, ici, on peut encore refaire ici un console.log. Donc ici, on fera ici un console.log de serveur démarré. Donc là, on dira que serveur démarré. Et dans le cas contraire où on aura ici une erreur de connexion, on mettra ici un catch. Et ici, on récupérera ici l'erreur. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un console.log erreur de connexion à MongoDB. Encore là, on mettra plus bas encore console.log de l'erreur, histoire de loguer ici l'erreur. Ensuite, si on fait, c'est qu'on enregistre tout ça et qu'on revient ici, lancer ici notre application avec npm start maintenant, on doit avoir ici dans la console le message erreur ici. Donc là, ça va totalement cracher parce qu'il ne pourra pas se connecter ici à l'application. Donc là, vous allez voir qu'il va dire que node mon app crash. Et je pense que là, c'est à ce niveau-là. Donc, je dirais que là, ici, je peux mettre ici un if result pour voir si on a un résultat. Alors, on fera ça. Et lorsqu'on aura ici une erreur, ça va totalement cracher. Et là, si ça crache, c'est que là, au niveau de votre database, vous n'avez pas défini ici le mot de passe. Donc, moi, je vais maintenant définir ici le mot de passe d'accès. Et là, je sais que vous l'avez déjà fait. Et si on finit de faire tout ça et que l'application continue de cracher, c'est que là, ici, il y a un problème lors de l'import ici de ce fichier database.php qui se trouve ici dans le utile. Donc ici, la solution qu'on peut faire, c'est que là, puisque c'est une information totalement générale, c'est-à-dire le lien de connexion vers la base de données, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut créer ici un nouveau fichier, une nouvelle variable env, et à l'intérieur, on va coller ici tout ce fichier qui concerne ici l'environnement. Donc là, on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler .env. Et à l'intérieur, on va venir coller ici sur Mongo URL. Donc là, on va copier ça et on va laisser le fichier database.php vide. Donc là, on aura ici le env qui sera là. Ensuite, ici, le port sur lequel on écoute, on va dire qu'on souhaitera encore le définir ici dans le env. Donc là, on dira que ça, on aura ici app port. Donc on sera ici, on aura app port. Et là, ça sera égal ici à 3001. Donc là, on aura ça qui sera là. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'importer ici ces env là dans le projet. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on installe encore un autre package pour gérer ça. Donc, on va venir faire ici un npm i de .env. Donc là, on va installer .env dans notre environnement de développement, dans notre projet. Donc, à présent que ça c'est installé, on va pouvoir poursuivre. Donc là, la première chose à faire, c'est que là, on va commencer par inclure ici le .env. Donc là, on va faire un const .env et on dirait que ça sera égal au require de .env. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir taguer ici ce fichier, cette constante Mongo URL qu'on a défini ici dans notre env. Donc pour ce faire, on va retenir dans app.js et là à la place de mongo.connect mongodb URL, on va ici mettre ici un process.env et là ici on va appeler ici le nom qu'on a mis ici. Donc là c'est mongodb URL. Donc process.env.mongodb URL. Donc là on verra la même chose ici pour le app.listen. Et là encore, ça sera ici le même process.env. Et ici, on mettra ici encore le lien. Donc,
mongo process.env. Donc là, c'est app port. Ensuite, si on fait, c'est qu'on relance ici notre application avec le npm start maintenant. Donc ici, avec le npm start et qu'on relance ici, on verra que là, tout doit fonctionner. Et si ici, ça crache, c'est qu'au niveau de ce env, vous devez encore redéfinir ici votre mot de passe. Donc moi, je ne l'ai pas fait, je vais le faire et je vais vous montrer que là, ça fonctionne. Alors, si après tout ça, on remarque qu'il y a toujours encore un problème, tout ce qu'on peut faire ici pour vérifier ça, c'est que là, ici, on peut faire ici un console.log de process.env et ici, on va prendre app port. On va essayer de loguer ça pour voir si on récupère bel et bien le port. Et ici, on voit qu'on récupère bel et bien le port et on va essayer de maintenant loguer ici le Mongo URL. Donc là, on va faire un process.env.mongodb URI et là, on remarque qu'on ne récupère rien. Donc, peut-être que là, le MongoDB URI a un problème lorsqu'on le met directement dans le fichier env. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre directement ici, dans ce fichier-là. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller modifier ici mon mot de passe du MongoDB URI pour pouvoir l'afficher ici en clair. Donc là, encore, je vais retourner ici sur MongoDB Atlas et je vais encore aller modifier mon mot de passe maintenant. Et là, cette fois-ci, on remet ici le nom en dur, on met ici toute notre URL de connexion avec ici notre mot de passe directement ici. Et quand on suit à peu près la même logique, on refait le mongos.connect, on appelle ici ce URL là. Et là, on fait ici un if pour vérifier si on a le résultat. On voit que là, ici, on est connecté sur le port 3000. Donc ici, je peux mettre server found and connected to. Et ici, je peux mettre ici le poste lequel c'est connecté. Donc ici, connected to process.env.app. Donc là, je vais relancer. Et on va voir qu'il va mettre server phone and connected to 3001. Donc sur le port 3001. Donc là, c'est cette ligne que j'avais essayé de la faire bouger dans le point env, mais je vois que là, ça a causé pas mal de problèmes. Donc pour le moment, on va la laisser plutôt dans le fichier app.js. Donc, une fois que ça c'est bon, une fois que ça c'est fait, c'est bon. On pourra continuer maintenant. Et si je me demande si c'est bien de la mettre là, je vais plutôt la mettre juste après, avant le app, histoire d'avoir ici un certain ordre. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que lorsqu'on finit d'appeler ici app, je vais lui dire que là, mon application va être consommée du côté d'une API. Donc ici, je vais faire ici un app.use de body parser pour pouvoir parser les données que l'API va pouvoir m'envoyer. Donc là, ici, je peux ici faire un body parser. Je peux lui dire que je vais la prendre au JSON parce que je vais vouloir que mon application front ait un encodage spécifique. Ensuite, ici, il va falloir que j'accepte pas mal de choses parce que là, mon application va, pour éviter les problèmes de corse à travers cette application, je vais essayer de lui dire que je vais essayer de faire un app.use et là, je vais mettre un commentaire pour lui dire que cette ligne, ça permet d'éviter les problèmes de corse. Donc ici, je vais lui spécifier les headers que lui peut supporter, les problèmes de corse. Donc si je vais mettre ici un app.use et ici, je vais utiliser le middleware de base tel que la requête, la response et la méthode next pour passer au middleware suivant. Ensuite ici, je vais lui dire qu'on aura ici une méthode setHeader pour pouvoir mettre ici des headers. Et ici, le header qu'on va vouloir mettre, on aura ici le access control et leur origin. Donc là, ici, on mettra access control et leur origin. Et ici, on va dire qu'on va autoriser tous les domaines à se connecter à notre application. Ensuite, ici, on va encore remettre un autre header ici avec setHeader cette fois. Et là, on va venir dire qu'on va mettre access control et leur méthode. Donc ici, les méthodes qui seront autorisées à travers notre application. Et on dira que la méthode qui sont autorisées, on aura ici la méthode. On aura ici option. Donc là, lui, on l'utilise rarement. On aura la méthode get, la méthode post, la méthode put, la méthode patch. Et ici, on aura la méthode delete. Et je pense que là, on aura ici toutes les méthodes qu'on utilise pour un protocole HTTP. Ensuite, encore, on va mettre un dernier setHeader cette fois. Et ici, on va lui dire que on va définir encore un access control. Donc là, ça sera hello headers. Et ici, je vais dire que le type de header que je fais, c'est le content type qui sera
application JSON. Donc là, on pourra accepter application.json. Et lorsque l'utilisateur sera connecté, on aura besoin ici de son token. Donc aussi, on aura aussi besoin du header authorization. Donc là, ici, on aura ici tous ces headers là qui sont là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va appeler la méthode next lorsqu'on aura fini de définir tout ça pour qu'il puisse passer au middleware suivant. Donc là, on aura app.use, res.setHeader, res.setHeader. On mettra ici, on dira qu'on va avoir accès à tout. Ici, on mettra ici les méthodes autorisées. Ici, on mettra ici les headers qui sont autorisés. Ok, c'est bon. Ensuite, ici, on va venir créer ici un ensemble de routes parce que la première chose qu'on va vouloir prendre en compte dans notre application, c'est que l'utilisateur puisse s'inscrire ou se connecter. Donc là, au niveau ici de notre arborescence principale, on va venir créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler route.php, route simple, j'ai dit route.php. Et là, on va dire que ça va contenir ici un ensemble de routes qui va permettre à l'utilisateur de se connecter. Ensuite, on va enchaîner en même temps et on va créer ici un autre dossier qu'on va appeler contrôleur qui va permettre de mettre tous les contrôleurs qu'on va utiliser. Ensuite, on doit encore avoir un autre fichier qui sera ici les modèles. Donc, avec Node.js sont des schémas, mais on va conserver le nom ici modèle pour pouvoir ne pas trop nous mélanger. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir ici définir ici un nouveau modèle. Donc là, dans le modèle, on va faire ici créer ici un nouveau fichier et on va créer ici un fichier qu'on va appeler user.js. Donc là, ça sera ici un modèle qu'on va vouloir définir. Donc le modèle, ça sera comment est-ce que l'utilisateur sera enregistré dans la base de données. Et pour faire ça, on va commencer d'abord par importer Mongoose en faisant ici un const Mongoose qui est égal au require de Mongoose d'abord. Ensuite, ici, on va venir importer encore une autre constante qui sera égale à schema. Et là, ça provient ici de ce Mongoose là et on va appeler ici la méthode schema. Ensuite, ici, on va venir créer ici un nouveau schéma qu'on va appeler user schema qui sera le schéma que les utilisateurs auront, c'est-à-dire la structure des utilisateurs, de la colonne de la table utilisateur. Et on appellera ici new schema. Et ici, on dira que pour un utilisateur, on pourra avoir le first name. Donc là, on pourra avoir ici le first name. Donc là, on pourra avoir le first name. On pourra mettre ici le type, ça sera ici une chaîne de caractères. Et ici, on dira qu'on aura ici require qui sera true pour dire qu'on souhaite que ce champ soit requis. Ensuite, là, on va dupliquer ce champ-là et on va prendre encore un last name ici. Donc là, on aura encore last name. Last name pour dire qu'on veut aussi avoir le prénom de l'utilisateur qui sera requis. Ensuite, ici, encore, on dira que pour l'utilisateur, on voudra encore un dernier champ, on voudra avoir le mot de passe qui sera ici le password. Et ici, le type, encore, ça sera ici une chaîne de caractères. Et ici, on pourra ici le required qui sera égal ici à true. Pour dire qu'on aura ici, l'utilisateur aura ici un nom, un prénom et un mot de passe. Donc là, pour le moment, ça sera ici suffisant pour le schéma de la table user. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir faire ici un module.export. Donc là, on va faire un module.export et ici, on va faire un mongoose.modèle. Donc là, on va l'exporter en tant que modèle. Et ici, le nom de ce modèle-là, on va l'appeler user. Et ici, ce modèle-là, ça sera égal à user schema qu'on vient de définir là. Ensuite, maintenant, on va passer maintenant aux routes. Ici, on va créer ici une nouvelle route qu'on va appeler auth.js. Donc là, ça va contenir ici un ensemble de routes qui vont permettre de gérer ici l'authentification. Donc, lorsque ce sont des routes qu'on veut faire, on va commencer d'abord par inclure encore Express qui sera encore égal à Express égal à require ici de Express. Ensuite, là, on devra faire ici plus tard la validation. Donc, on devra installer ici un package pour la validation. Donc là, je vais mettre ici un commentaire. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va appeler ici le modèle qu'on va pouvoir vouloir interagir avec cette route-là. Donc ici, on va dire que le modèle, ça sera ici user et ça sera égal à require. Donc là, user est dans le dossier models et là, c'est user. Donc là, on n'a pas besoin de passer ici. Le .js, il comprendra directement. Ensuite, là, on doit définir ici un ensemble de routes. On pourra dire qu'on aura ici une première route. Donc là, on va venir créer encore une autre constante route. Donc, route ou routeur ou route. Donc là, on va prendre routeur qui sera égal à express.routeur. Ensuite, là, ici, on va venir faire ici un routeur.post pour appeler ici la route post. Et là, on va dire que ça sera sign in.
Et lorsqu'on aura ici cette route là, on fera ici des actions. Donc là, on dira que lorsqu'on sera sur /sign-if, on aura encore des validations à faire. Donc là, ici, on mettra ici un tableau pour lui dire qu'on va vouloir définir ici des validations. Et ici, on dira qu'on aura ici des actions à faire. Donc là, ça sera ici des actions. Donc voilà un peu comment une route est structurée en Node.js. Donc là, d'abord, on a le lien de la route. Donc là, ça sera /sign-in. Ensuite, là, ici, le tableau va contenir la liste des validations qu'on souhaitera effectuer. Et ici, on va pointer ici vers une fonction qui va permettre de gérer les actions qui seront traitées lorsque l'utilisateur arrivera sur cette route-là. Et ces actions-là ne seront pas définies ici, elles seront définies dans le contrôleur. Donc, si je vais aller au niveau de ce contrôleur-là, je vais créer ici un nouveau fichier que je vais appeler hôte. Donc là, je vais venir ici créer un hôte qui sera ici le contrôleur qui va permettre de gérer ici l'authentification. Donc, dans ce contrôleur, ce qu'on va commencer par faire, c'est que là, on va commencer par appeler le modèle. Donc là, on va appeler le modèle user qui sera égal à require de user. Donc là, c'est user qu'on veut appeler et lui, il est dans le dossier modèle. Donc, deux chemins en arrière et ici, user. Et là, on va créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler, comment est-ce qu'on peut l'appeler? La méthode qui va permettre à l'utilisateur de s'inscrire. Donc là, on peut dire que ça sera ici sign up. Donc ici, on peut lui dire que ça sera ici sign up. Et en direct, ça sera égal à le middleware de base de Node, rec et next. Et ici, on appellera ici la méthode next pour pouvoir aller au middleware suivant. Mais juste pour le moment, on fera ici un console.log tentative de création de compte. Et là, ce que je peux faire, c'est que là, je vais venir directement ici, faire ici un export. Je vais exporter directement ici cette fonction export.signup. Ensuite, au niveau ici des routes, je dirais que lorsque sign-in sera appelé, l'action que je souhaite appeler, ça sera l'action qui se trouve ici dans le contrôleur. Donc, il va falloir que j'ajoute ici le contrôleur. Donc, au niveau des routes, je vais faire ici un const de autre contrôleur qui sera égal à require contrôleur /auth. Ensuite, ici, pour l'action, ce que je vais faire, c'est que là, je vais appeler ici le autre contrôleur, la méthode que j'ai créée, autre contrôleur.signup. Ensuite, au niveau du app.php.js plutôt, si je veux avoir accès ici à cette route-là, il va falloir que je l'inclue. Donc, si pour l'inclure, c'est plutôt simple. Je vais dire que je vais avoir un ensemble de routes qui vont commencer tous par autre. Donc, ici, je peux venir encore là. Donc là, je vais mettre ici un commentaire qui sera ensemble de routes. Donc, ici, je vais faire ici un app.use. Et je vais dire que lorsque toutes les routes commencent ici par autre, alors, c'est ce que tu vas utiliser ici un ensemble de routes. Donc là, cet ensemble de routes-là, je vais venir les définir ici. Et ici, je vais venir appeler ici les différentes routes. Donc ici, on aura ici un const de autre route. Donc la route qui permet de gérer l'authentification. Et ça sera égal à cette route qu'on a créée ici dans le dossier route. Donc là, ça sera ici require de route /auth. Et là, je vais faire monter ça juste avant lui, histoire d'avoir mes routes juste en bas. Et ici en bas, juste lorsqu'on fait app.use de autre, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir directement utiliser ici mon autre route. Donc ici, mes ensembles de routes. Et là, si on enregistre ça et qu'on fait, on verra qu'on aura une application qui crash. Donc là, il dit quoi? Router.use get est fonctionnel. Et je pense que là, c'est à ce niveau-là qui crash. Et je pense qu'au niveau du autre.route, j'ai oublié un truc. Je devais ici faire ici un module.export égal ici à router. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui causait le problème, mais si je l'avais totalement oublié. Donc, au niveau du autre.js, dans la section des routes, vous devez venir ici exporter ici les routes que vous aurez définies ici. Donc là, ici, je vais reprendre ici cette partie pour que vous puissiez bien comprendre. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé ici 3 différents dossiers. Donc là, on a créé un dossier contrôle, un dossier modèle et un dossier route. Donc ce dossier route-là permettra ici de gérer ici toutes les routes qui vont interagir dans notre application. Ce dossier modèle va permettre de contenir ici tous les schémas des modèles ou tous les modèles de notre application. Donc tel que le modèle des utilisateurs, le modèle des dépenses et autres.
Ensuite, ce dossier contrôleur lui va permettre de traiter ici la logique avant d'envoyer ici les données vers notre base de données. Et ici, au niveau de ce app.js, ce que je vais commencer par faire, je crée ici une constante qui va permettre de pointer ici sur la route qui permet de gérer ici toute l'authentification. Ensuite, ici, j'ai créé ici un ensemble de routes et j'ai dit que toutes les routes qui vont commencer par /route doivent être prises en compte dans ce fichier route. Et ce fichier route n'est autre que la route route.js. Et cette route route.js, j'ai dit qu'à l'intérieur, on aura ici une méthode qui sera sign-in. Et lorsque cette méthode sign-in sera appelée, on appellera ici le contrôleur route contrôleur qu'on a importé ici. Et on appellera sa méthode sign-in qui est incluse. Donc là, cette méthode-là qui permet de retenir ici tentative de création de compte. Et ici, au niveau du app.js, vous voyez que là, j'ai procédé ici le hôte contrôleur de /hôte, c'est-à-dire que toutes les URL commenceront d'abord par /hôte. Ensuite, il ira ici dans le hôte.js des routes, il y aura /hôte /sign-in ensuite. Donc là, ici, je vais venir tester ça et je vais venir tester ça avec Insomnia. Donc là, je vais venir créer ici une nouvelle collection. Donc, je vais faire un request collection. Donc, vous pouvez utiliser Postman. Donc là, moi, je vais appeler ma collection plutôt Expense Tracker. Et ici, je vais venir tester ça. Je vais essayer de créer ici, je vais essayer ici d'envoyer un appel vers ce backend que je viens de mettre en place. Donc là, ici, le lien, c'est 3001. Donc là, je vais venir créer ici un nouveau lien, HTTP request. Et là, ça sera http://localhost 3001. Ensuite, là, c'est slash. On part d'abord dans le app.js, donc c'est /hôte et c'est route. Donc là, /sign-in maintenant. Et là, si je fais ça, j'aurai rien. Il me dira cannot get out /sign-in. Je vais tenter ça en post. Et tout d'abord, avant de faire ça, je vais cliquer sur ça pour voir si je réussis à avoir accès à ça. Donc /hôte /sign-in, je vais laisser ça en post. J'appelle, ça ne passe pas. Et ici, pour le header, je pense que j'ai défini ici des headers. Et là, le content type, je dois venir ici le définir. Content type application /json. Si je fais ça, j'aurai ici cannot post au /sign-in. Et juste pour me rassurer que tout ça fonctionne, je vais ici faire ici un app.use. Donc là, je vais faire ça et je vais mettre ici un console.log de connected. Plutôt que ça, je vais ici retenir ici un return res.json de connected, histoire d'avoir ici un rendu du côté de Insomnia si jamais on est connecté. Donc là, ici, on a bel et bien connected qui a retourné lorsqu'on essaie d'avoir accès à ça. Et là, dans ce sign-in, qu'est-ce qu'on a? On a retenu ici un console.log, donc voilà pourquoi est-ce qu'on n'avait rien. Donc ici, au niveau de ce app.js, je vais retirer ici le response.json et cette fois-ci, on clique ici, vous verrez qu'on aura juste ici un infinite reload et il nous dira que notre post /sign-in. Ensuite, dans le hôte contrôleur, plutôt que de faire ici un console.log, je vais ici lui dire que je vais ici faire un res.json. Donc, lorsqu'on fait ici le console.log, le résultat apparaît totalement ici dans la console. Mais puisque moi, je vais avoir le résultat directement depuis Insomnia, je ne dois pas faire ici un console.log. Je dois ici lui dire que je souhaite retenir ici la réponse au format JSON. Donc, ici, on faisait un res.json pour retenir la réponse au format JSON. Et cette fois-ci, je clique ici sur Send, j'aurai ici tentative de création de compte qui sera retournée. Parce que là, il a bel et bien suivi mon chemin. Il a cherché la route qui commence ici par /hôte. Comme je l'ai dit ici, je lui ai dit que lorsque la route commence par /hôte, tu prendras ici, tu iras vérifier encore dans le fichier hôte pour voir ici le prochain lien. Donc là, la prochaine adresse c'est /sign-in, donc /hôte /sign-in, comme je lui ai dit. Et lorsqu'il atteint ici /sign-in, l'action qu'il doit exécuter se trouve dans hôte contrôleur et la méthode c'est sign-up. Et dans le hôte contrôleur, la méthode sign-up retourne juste res.json tentative de création de compte. Voilà pourquoi est-ce qu'il me retourne ici tentative de création de compte directement. Donc à présent qu'on a réussi à avoir accès maintenant à cette route qui se trouve ici dans le hôte, la prochaine chose à faire, c'est de recevoir ici des données qu'on va vouloir insérer dans la base de données.
Et juste pour recevoir les données, on va devoir installer pas mal de packages. Donc, on va devoir installer ici un nouveau package qui va permettre de gérer ici la validation. Donc là, je vais me rendre sur Google et rechercher ici NPM Express Validator. Donc là, ça me permet ici de faire des validations en utilisant Node. Donc là, on va prendre Express Validator et on va le rechercher pour voir si on a une correspondance. Donc là, on va prendre le code NPM Express Validator. Et là, je vais couper ici mon serveur puisque je suis en mode environnement et ici installer NPM Express Validator. Alors, maintenant qu'on a installé ici Express Validator, la prochaine chose à prendre en compte, c'est au niveau ici des routes. Donc là, on va dire que pour pouvoir avoir accès à cette route, on va définir ici des validateurs que l'utilisateur devra nous fournir d'abord avant de pouvoir poursuivre. Et on va dire que lorsque l'utilisateur souhaite s'inscrire, on souhaite avoir au minimum. Donc là, on va voir le schéma au minimum son nom, son mot de passe, son nom et son mot de passe. Donc là, ici, au niveau ici de la route, au niveau ici de autre.js de la route, ici, je vais venir inclure ici mon validateur. Donc là, je vais venir là. Et là où j'avais mis le commentaire validation, je vais venir mettre ici un const de body. Et ici, je vais lui dire que ça sera requis de Express Validator. Ensuite, ici, je dirais que lorsqu'on ira ici sur la route sign in, on voudra avoir quelques garanties. On voudra que l'utilisateur nous envoie ici des données. Donc là, ici, ce qu'on va vouloir vérifier, c'est qu'on va vouloir vérifier que l'utilisateur a envoyé. Donc là, si on retourne ici au niveau de ce modèle pour se connecter, le mail, le nom, le prénom. Et aussi, il faut ici le mail. Donc là aussi, il faut ici le mail. Je l'avais complètement manqué. Donc, on mettra encore l'email. Parce qu'il faut le nom, le prénom, l'email et le mot de passe puisque la connexion se fera par email et mot de passe. Donc ici, dans le body, on dira qu'on aura ici, on attendra ici de recevoir ici l'email. Et ici, on dira que le mail qu'on attendra de recevoir, on doit s'assurer qu'il est de type email. Donc là, avec le is-email qui est le validateur. Et lorsque ça ne respectera pas le modèle email, on retiendra ici un message qui sera du genre veuillez nous fournir ou veuillez fournir une email valide. Ensuite, là encore, on peut appeler ici la méthode normalise email. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'écrit, normalise email, pour pouvoir avoir ici le bon format des emails. Ensuite, encore, on mettra encore un autre champ. On dira qu'on voudra encore faire une validation sur le mot de passe pour s'assurer que l'utilisateur envoie ici un mot de passe. Là, on va commencer par faire ici un trim pour retirer ici les espaces. Et ici, on mettra ici un isLength pour pouvoir lui dire que pour le mot de passe, on veut avoir une valeur qui est au minimum 3 caractères. Et encore, on peut ici faire encore un autre validateur pour le nom et le prénom. Donc, encore ici, on va faire un body de first name. .trim. Et donc là, pour le nom et le prénom, tout ce qu'on peut faire ici, c'est vérifier qu'ils ne sont pas vides. Donc là, on peut faire ici un note empty. Et là, ça sera cette fois last name. Et là, maintenant, si on fait ce qu'on essaie d'aller dans Insomnia pour pouvoir avoir accès à cette route, on aura ici une erreur qui nous dira couldn't connect to server parce qu'on n'a pas lancé le serveur. Donc là encore, je vais refaire ici un npm start pour pouvoir relancer tout ça. Et là, il me dira qu'il y a un problème. Le problème est au niveau ici de la route. Il ne réussit pas à trouver Express Validator check. Donc là, ici, si on relève ici le check et j'importe uniquement que Express Validator, si j'essaie maintenant de me connecter, j'aurai ici tentative de création de compte qui sera donnée. Et là, si dans Insomnia, on essaie d'avoir accès à ça, on a accès directement à la méthode du contrôleur. Et là, j'ai l'impression que ici, ma validation n'est pas prise en compte. Donc ici, au niveau de app.js, je vais venir écrire encore un nouveau middleware pour pouvoir récupérer ici la liste des erreurs lorsqu'on aura ici des erreurs. Donc là, ici, je vais venir faire ici un app.use. Là, je vais utiliser le même middleware des notes. Ici, ça va commencer cette fois par erreur pour récupérer ici la liste des erreurs avec la request, la response et la méthode next. Ensuite, là, je vais faire ici un res.status. Et là, je mettrai ici 500.json. Et ici, je dirais qu'on aura ici le message qui sera une erreur.
Donc là, on mettra pour le moment le message qui sera une erreur. Et si j'essaie de soumettre ça, je n'ai pas ici cette erreur qui est prise ici en compte. Alors, à présent qu'on a défini ici un système qui va permettre de gérer les erreurs de manière dynamique, on va dire. Si on revient là, qu'on reteste ça, on verra qu'on a toujours encore accès à tentative de création de compte. Donc là, ici, on a l'impression que la validation qu'on a mise ici au niveau des routes, c'est-à-dire toute cette validation pour vérifier que les champs sont remplis, est incorrecte. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ici maintenant pour pouvoir afficher, pour nous assurer que cette validation fonctionne? Donc, bien que cette validation, si elle n'est pas respectée, Node va donner accès à l'utilisateur et il va passer à la méthode suivante, donc à cette méthode-là, à cette méthode qui gère ici les actions. Donc, c'est au niveau de cette méthode qui gère ici les actions qu'on va devoir vérifier si les conditions qu'on a fournies sur la route ici ont été respectées ou pas. Donc ici au niveau du hôte.contrôleur, celui qui gère ici les actions de cette route-là, on va venir vérifier si ici on a la liste des actions qu'on a fournies au niveau de la route, ici la liste des consignes qu'on a fournies au niveau de la route ici ont été respectées ou pas. Et là, pour faire ici cette vérification, c'est plutôt simple. On va venir là et là, on va venir importer ici un package au niveau ici de ce contrôleur-là. Tout comme pour les routes, on a créé ici, on a appelé ici une méthode body qui provenait de Express Validator pour vérifier ici, pour définir ici des règles ou des validateurs. Au niveau ici de ce contrôleur, on va encore importer ici une méthode qui va permettre de vérifier si les règles qu'on a définies au niveau de la route ont été respectées ou pas. Et là, on va ici faire un required Express Validator. Et ici, l'élément qu'on va souhaiter importer ici, ça sera ici validation result. Donc là, validation result. Donc là, ça sera le résultat de la validation. Ensuite, ici, au niveau de la méthode sign-up, on va ici venir définir ici une variable d'erreur qui va permettre de récupérer en griffe les erreurs s'il y en a qui proviennent ici de cette route-là. Ces erreurs qui proviennent ici de ces validations qu'on a définies ici. Donc là, ici, on dira que l'erreur, ça sera ici égale à validation result et on récupérera l'erreur en fonction ici de la requête. Donc, en fonction des données que l'utilisateur va envoyer, on va faire ici la comparaison. Est-ce que l'utilisateur a envoyé un mail? S'il a envoyé un mail, alors on vérifie s'il est de type mail. S'il n'est pas de type mail, alors on retourne ici ce message, veuillez fournir une email valide. Dans le cas contraire, on va lui dire que le mail est aussi requis. Donc là, ici, on mettra encore un autre point. On mettra aussi is email is empty, is not empty. Donc là, on mettra ici not empty aussi pour nous assurer que le mail a été fourni. Donc là, si le mail a été fourni et qu'il n'est pas valide, on lui retournera veuillez fournir une email valide. Donc là, ce sont ces erreurs-là qu'on va récupérer ici dans cette constante erreur. Ensuite, ici, pour cette constante erreur-là, on va lui dire qu'on va vouloir lui attribuer ici un statut. Donc là, on va dire que là, il va contenir ici un tableau des erreurs. Donc ici, par exemple, on peut faire ici un res.json de errors pour retenir ici la liste des erreurs et on va voir ce qu'on récupère ici au niveau d'Insomnia. Et cette fois-ci, je clique ici. J'aurai ici un tableau ici d'erreurs qui vont apparaître. Donc là, on aura ici les champs qu'on a définis. Le last name est invalide, first name invalide, password invalide et email invalide avec ici les différents messages qu'on a fournis. Donc là, vous voyez que pour last name et first name, on n'a pas de message personnalisé comme dans email, juste parce qu'ici au niveau de last name, on n'a pas fourni ici le WIF message pour lui dire que prénom est requis. Cette fois-ci, on fait c'est qu'on clique, vous allez voir que le last name va avoir maintenant un message qui sera prénom est requis. Donc là, ici, c'est toutes ces erreurs-là qu'on récupère ici au niveau de ce contrôleur. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retenir ici une erreur personnalisée pour chaque champ pour lui dire que ce champ-là n'est pas respecté, ce champ n'est pas respecté. Mais ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais retenir ici un message d'erreur groupé. Et ici, je vais dire qu'on va vérifier que si jamais le tableau des erreurs est différent des vides, au cas où il est rempli, alors on va retenir ici une seule erreur. Et si on va créer ici l'erreur à retourner, là, ça sera const error qui sera égal à new error. Donc là, on va créer ici une nouvelle erreur. Et on va dire qu'on aura ici erreur de validation. Vérifiez vos entrées.
Là encore, on va retenir ici un status code. Donc là, on pourra retenir ici un status code, erreur.status code. Et on pourra retenir ici le 422 parce que là, c'est une erreur de validation. Et là, on pourra dire qu'on aura ici un error.data qui sera égal à error. Et là, on va retenir ici la liste totale des erreurs. Comme ça, l'utilisateur pourra avoir accès ici à ces erreurs. Et là, ici, on pourra ici faire ici un throw de erreur. Donc là, on pourra envoyer ici les erreurs. Donc là, on récupère les erreurs qui sont ici de la validation qu'on a définie au niveau de la route ici. Et une fois qu'on les récupère, on vérifie que les erreurs sont vides puisque les erreurs sont retenues sous forme de tableau. Comme vous le voyez ici, on a un tableau ici d'erreurs. Et si jamais on a un tableau qui est différent de vide, alors on va créer ici un nouveau message d'erreur à retourner avec le test erreur de validation, vérifier vos entrées. Et on va retenir ici toutes les données. Ensuite, si on fait ça et qu'on revient là, qu'on clique ici sur Send, on aura ici une erreur qui sera retournée. Pourquoi est-ce que ici on a une erreur qui sera retenue? Parce qu'au niveau du app.js, on a ce middleware là qui permet de gérer ici toutes les erreurs. Et là, on a retourné uniquement un message coché ici en dur qui est une erreur. Et là, on va corriger ça. Et pour le corriger, ce qu'on va faire, c'est que là, on va vouloir retenir les erreurs en fonction ici de ce qui aura été passé ici. Alors, c'est plutôt simple. Ici, on va créer ici un statut qu'on va devoir retenir ici à l'utilisateur. Et là, ça sera ici error. Donc là, ça sera ici R, puisque c'est le R qui permet de récupérer ici les erreurs. Et là, ça sera ici R.statusCode, ce champ qu'on a défini ici. Donc là, R.statusCode. Ou alors, si on n'a pas fourni de status code, on fournira ici un status code de 500. Ensuite, on dira qu'on aura ici une constante qui sera ici le message qui sera retenu. Et on dira que ça sera égal à erreur.message. Et là, le message, c'est le message qu'on a défini ici. Donc là, on a const error qui sera égal à ça. Une erreur être saisie. Ensuite, là, on aura encore un dernier point à mettre en const. On va récupérer ici les données des erreurs qui sera ici dans une variable data. Et ça sera égal à error.data. Et ici, le message de l'erreur, c'est l'erreur quand c'est le message qu'on a défini ici. Et le data, c'est le data qu'on a défini ici. Donc ici, on a erreur.data. Ici, ce que je peux faire, c'est qu'on peut retenir ici un res.status de status ici, le statut qu'on récupère ici. Et là, on peut ici faire ici un JSON de message. Donc, on va retenir ici le message en question. Et ici, on pourra retenir ici les data. Donc là, on pourra retenir ici les data. Et là, on va cliquer ici sur Send. On aura ici erreur de validation, vérifier vos entrées. Et pour les data, on aura ça, on a la liste des data qui seront là. Donc là, ici, on peut dire qu'on aura quelque chose d'un peu différent. On peut dire qu'on pourra ici avoir ici, dans le JSON qui sera retenu, un status code de status. Un status message, donc histoire d'avoir ici la manière de faire des API. Le status message sera ici le message et ici la data, ça sera ici la data. Donc là, si on fait ce qu'on enregistre, ce qu'on réussit, on aura ici maintenant des données encore plus simples. On aura ici un status code de 422 que le client pourra parfaitement utiliser. On aura ici un statut message qui sera erreur de validation, vérifier vos entrées. Et là, on aura ici les data qui seront retournées avec la liste des erreurs. Et si jamais l'utilisateur souhaite ici fournir ici des données pour éviter ici ces erreurs maintenant, par exemple là, s'il veut fournir ici le first name, et si je mets ici le first name Mbra, et ici pour le last name, je mets ici Oliver, et que je clique ici sur Send, vous allez voir que l'erreur qui concerne ici le nom et le prénom va disparaître. Et si je fais pareil encore pour le mail, par exemple ici pour le mail, avec ici mon mail, et je pense que là, ils disent que le mail n'est pas valide, mais si je fournis encore ici un password, et ici pour le password, je vais lui passer ici un password qui sera ici en AZERTY, et que je clique ici sur Send, vous allez voir qu'on n'aura plus ici d'erreur, et on aura juste un tableau vide d'erreur qui sera retourné. Et ici, pourquoi est-ce qu'on a un tableau vide d'erreur qui est retenu? Parce que là, ici, j'ai fait un res.json d'erreur. Au niveau du autre contrôleur, lorsque je fais ici un if de errors.empty, je dois afficher ici toute cette section seulement si on a une erreur. Et si on n'a pas d'erreur, alors je n'affiche rien. Et plutôt que de rien afficher, je vais mettre aucune erreur détectée.
Et si je clique encore sur ça, on n'aura aucune erreur détectée et notre formulaire sera totalement valide. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là encore, je vais encore ici faire encore un rec.json pour voir si je peux récupérer ici la liste des éléments qui ont été soumis. Donc là, je vais retenir ici les éléments que l'utilisateur a soumis. Et là, mon clavier est encore passé en français. Si je clique ici sur Send, j'aurai ici les entrées que l'utilisateur aura soumis parce que ici, j'ai fait un res.json de rec.body. Alors, là, ici, je peux maintenant récupérer ça, ces données-là, pour pouvoir créer ici le compte de la personne. Donc, pour créer ici le compte de la personne, c'est plutôt simple. Cette fonction sign up, puisqu'elle peut mettre ici du temps avant de se terminer, je vais la mettre ici en asynchrone. Je vais dire que ça sera ici une fonction asynchrone. Ensuite, là, on va dire qu'on mettra encore ici une condition qui permet de vérifier si l'utilisateur n'existe pas déjà. Donc là, on doit faire ici une vérification pour nous assurer que l'utilisateur n'existe pas déjà avant de l'ajouter. Et cette vérification se fera ici grâce à l'email. Donc ici, on mettra encore un commentaire grâce à son mail. Et juste après ça, on mettra ici un bloc de try catch parce qu'on a transformé cette fonction en une fonction asynchrone. Et dans le catch, on a ici une erreur. Et ici, je vais retenir ici erreur et je vais retenir ici un status code. Et puisque j'ai déjà un middleware général qui gère ici les erreurs, alors ici, ça va beaucoup m'aider. Et là, ici, je peux lui dire qu'on aura ici la méthode next au bas. Et ici, je vais lui dire qu'on va envoyer next ici vers next aussi de l'erreur au cas où ici, on a une erreur. Donc, dans ces try-là, ce que je vais faire, c'est de créer ici un nouvel utilisateur. Donc, pour créer ici un nouvel utilisateur, c'est plutôt simple. On a ici le modèle user qu'on a importé ici. Donc là, on a importé ici le modèle user, là. Donc ici, je peux l'appeler. Je vais faire ici const user. Const user. Et ça sera égal ici au new user. Maintenant, j'appelle ici le modèle. Et ici, je peux créer ici mon utilisateur. Donc là, on aura ici le mail. Là, ça sera ici à rec.body.email. On aura ici encore le first name. Mais vous voyez que la plupart des données qu'on soumet ici, ce sont des données qui sont directement, qui se trouvent ici. Donc là, on pourrait soumettre totalement request.body. Mais puisqu'on doit transformer ici le mot de passe pour le crypter, on va le faire ici. Donc là, on aura encore first name qui sera égal à rec.body.firstname. Et là, on fera pareil pour email et last name. Donc là, on aura first name, last name. Et là, on aura ici password. Donc là, ici, on aura ici password. Et pour le moment, le password, je vais dire que je souhaiterais le laisser ici à nul. Alors, cette opération-là, maintenant, on va récupérer le résultat dans une variable que je vais appeler result. Et ici, ce que je vais faire, je vais attendre ici que cette opération se termine avec ici un await de user.save. Et lorsque cette opération sera terminée, que l'utilisateur aura été enregistré, je pourrais ici faire ici un res.status. Donc, je vais retourner ici une response.status. Et là, si je mets ici status code, ça va totalement être bizarre. Donc, ici, la réponse est ici un statut. Et ici, je vais retenir le statut 200 et le message JSON. Avec ici le status code encore de 200. Le status message qui sera utilisateur créé. Status code, status message utilisateur créé. Et ici, on aura encore data qui sera ici un tableau vide ou data qui sera pour le moment nul. Donc là, ce sont ces données-là qu'on va vouloir retourner lorsque l'utilisateur aura été inscrit. Et là, si je fais c'est que j'essaie de me connecter, que je clique ici sur Send, j'essaie de m'inscrire plutôt. On aura fail when receive data from the peer. Et ici, il me dit que R n'est pas défini. Et là, R ne peut pas être défini parce que là, ici, je vais mettre ici le next directement ici. Donc là, je vais aller à la méthode suivante. Dans le cas où ici, on a une erreur. Et cette fois-ci, je clique ici sur Send. On aura user validation failed, password is required. Alors là, pourquoi est-ce qu'il me dit ici que le mot de passe n'est pas requis, n'est pas fourni. Donc, au niveau de auth.road, voyons voir pour le password. Donc là, on a mis ici un cream, un is length.
User validation failed, password, path, password is required. Donc là, ici, pour le mot de passe, puisqu'ici, j'ai défini au niveau du modèle, au niveau de ce modèle-là, je l'ai mis ici en type requis. Je l'ai mis ici en type requis. Au niveau du contrôleur, pour le mot de passe, j'ai mis ici un nul. Alors, ça pose ici un problème. Donc là, pour le moment, ici, le mot de passe, je vais retenir ici AZERTY comme étant un mot de passe de base. Cette fois, si je clique ici sur Send, j'aurai ici utilisateur créé et j'aurai ici mon data qui sera ici à nul. Ensuite, si je vais vérifier ici sur MongoDB, donc là, si je vais sur MongoDB Atlas, pour vérifier au niveau de ma base de données si l'utilisateur que j'ai créé existe, on verra bien. Donc là, j'attends que MongoDB se lance. Et là, je vais encore me connecter avec mon sign-in, cliquer sur Don't have account, j'ai déjà un compte, donc il va m'auto-loguer, on va dire. Et lorsqu'il me log automatiquement, je vais aller dans la section Browse Collection des databases sur le lien directement. Et ici, vous allez voir qu'on aura ici vos différentes bases de données vont apparaître. Donc là, ici, vous allez voir votre base de données que vous avez appelée Expense Tracker là. Et si vous cliquez sur cette base de données Expense Tracker, vous allez voir ici qu'il y aura ici une nouvelle tab User. Et cette tab Users là, elle provient ici du schéma que vous avez défini là. Et si on ouvre ici cette tab User, vous allez voir qu'elle aura ici un document qui sera ici, qui aura le nom que vous aurez fourni, le mail et les valeurs que vous aurez envoyées ici d'Insomnia. Et si vous cliquez ici encore plusieurs fois, vous allez voir que plusieurs utilisateurs vont être créés à la suite. Et cette fois, si je reviens et que je rafraîchis, je pense que c'est possible de le rafraîchir ici. Vous allez voir que vous aurez ici plusieurs utilisateurs qui auront été créés, ce qui veut dire que la connexion entre ici Insomnia et notre base de données est OK. Alors, juste avant de faire ici la vérification pour nous assurer que le mail est unique, on doit ici encrypter ici le mot de passe parce que là, ici, le mot de passe, vous le voyez qu'on l'a mis ici totalement en clair. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais supprimer ici ce mot de passe là. Je vais supprimer ici cet utilisateur là plutôt. Donc là, on n'a plus aucun utilisateur. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on va vouloir crypter ici le mot de passe. Donc pour crypter le mot de passe, c'est plutôt simple. On va encore, comme d'habitude, installer un autre package. Donc là, on va couper le serveur là. Donc là, je vais couper le serveur. Ici, je vais installer ici un nouveau package avec le npmi. Et ici, le package que je vais vouloir installer, ça sera ici bcrypt.js. bcrypt.js, comme c'est écrit. Donc là, ici, c'est installé. Il va falloir l'inclure ici dans le contrôleur hôte. Donc ici, je vais faire un const de bcrypt et ça sera égal à require de bcrypt.js. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que lorsqu'on fait ici le new user, juste avant de définir ici le nouvel utilisateur dans le try, je vais mettre ici une constante que je vais appeler hash password, qui va permettre de récupérer le mot de passe qui sera haché. Et puisque cette opération va mettre du temps, je vais ici appeler le await. Et ici, je vais appeler la méthode bcrypt. Et ici, je vais appeler sa méthode hash qui permet de hasher les mots de passe. Et là, ici, pour le mot de passe, je vais dire que le mot de passe est compris dans request.body.password. Et ici, la salve, ici, c'est le nom qui increase, qui augmente ici la sécurité. Je dirais que je peux avoir ici une salve de 12 où vous mettez la valeur que vous voulez, mais plus cette valeur sera longue, sera grande, plus cette opération va mettre du temps. Donc là, je pense que 12, c'est la moyenne. Donc, on va rester ici sur du 12. Donc, une fois que cette opération-là sera effectuée, il passera ici à la suite. Et maintenant, pour le mot de passe, on va saisir ici le nouveau mot de passe ici. Donc là, le mot de passe que l'utilisateur aura envoyé, qui sera haché, ça sera celui-là qui sera envoyé dans la base de données. Ensuite, ici, on a ici une constante de result. Et là, je peux dire qu'on pourra encore faire ici un if result pour nous assurer que cette opération s'est bel et bien effectuée. Et retenez ici le message si jamais cette opération s'est bel et bien effectuée. Ensuite, là, maintenant, je peux ici faire ici un npm start pour pouvoir redémarrer mon serveur. Et je pense que là, on sera bon. Et cette fois-ci, je reprends cette même donnée et que j'essaie de soumettre ça. Et il me dit re is not defined. Alors, request. Ici, c'est request. Donc, si j'ai mis re, donc bcrypt.h request.body.password. Et si je clique ici sur send, on aura ici l'utilisateur créé. Et si on va au niveau de MongoDB encore, et qu'on clique ici sur notre tab user pour voir ici son contenu,
Vous allez voir qu'on aura ici un utilisateur qui aura été inscrit, mais cette fois on aura ici son mot de passe qui aura totalement été haché. Donc là, il ne nous reste plus qu'à vérifier maintenant que l'utilisateur qu'on souhaite inscrire n'existe pas, ou alors la vérification qu'on doit faire ici grâce à son mail. Et cette vérification-là, on va la mettre ici. Donc là, on va faire la vérification ici. Alors, à présent que nous avons maintenant réussi à enregistrer l'utilisateur dans la base de données, la prochaine étape, comme je l'ai mis ici lors de la conception, lors de l'enregistrement, j'ai mis ici un commentaire. Nous allons vérifier que le mail qu'il utilise ici pour faire son inscription est unique, pour ne pas qu'on puisse avoir deux utilisateurs qui ont déjà deux emails. Donc, pour faire ici cette vérification, on a le choix. On peut ici faire cette vérification du côté du contrôleur, ou alors on peut faire ici cette vérification du côté de la route. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer d'abord du côté de la route. Et si jamais il y a des soucis du côté de la route, vous la faites plutôt du côté du contrôleur. Donc là, on va essayer de la mettre en place du côté de la route. Et puisque cette vérification va concerner ici le champ email, on doit taguer ici toutes les validations ici qui concernent l'email. Et juste à la fin de notre dernière validation qui concerne l'email, on va enchaîner ici avec une nouvelle méthode qu'on va appeler ici custom. Et là, elle va nous permettre de créer ici une validation, ou alors on va dire un validateur personnalisé. Et ici, on va dire que là, on va personnaliser le champ et on va dire qu'on souhaite atteindre ici le champ email. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que si cette route ici, route autre.js, on va d'abord venir ici inclure le modèle, comme on l'a déjà fait ici. Et là, lorsqu'on fait ici le custom, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre ici un console.log pour lui dire email reçu du front. Et ici, on va afficher ici le mail. Et là, si on retourne dans Insomnia et qu'on essaie encore de faire une nouvelle inscription, on va avoir ici failure when receive data from peer. Là, dans le console.log, on va avoir ici le mail qu'on a reçu. Ici, on a mis ici un console.log, email reçu du front, plus le mail. Donc, voilà le console.log ici. On reçoit bien le console.log. Donc là, on réussit à avoir accès au mail ici. Donc, puisqu'on réussit à avoir accès au mail ici, on peut faire ici une comparaison avec ici notre base de données MongoDB pour la comparer avec l'adresse mail des utilisateurs qui sont déjà inscrits. On va comparer ici le mail qui est envoyé depuis ici le client front. Dans mon cas, c'est Insomnia. Et on va voir s'il y a une correspondance avec les mails qui sont enregistrés déjà dans Insomnia. Donc, puisque cette méthode custom nous permet ici de récupérer ici le mail, ce qu'on peut faire, c'est que là, ici, on peut transformer cette requête-là en une requête asynchrone parce qu'elle peut mettre ici un certain temps. Et là, on va venir créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler ici checkUser. Donc là, on va l'appeler checkUser. Et on va dire que ça sera égal au modèle user parce que là, on a importé ici le modèle user. Donc là, on a importé ici le modèle user. Et là, on va venir appeler ici une méthode pour faire ici une recherche dessus. Et on va appeler la méthode find_one. Et là, on va vouloir rechercher à travers ici le champ email. Et on va dire que le paramètre, ça sera ici email. Ensuite, ici, on va lui dire que si jamais on a un résultat, donc if checkUser, on va vouloir injecter ici une nouvelle erreur. Donc là, on va faire ici un throw de new error. Et ici, on va retenir l'erreur qui va dire que cette adresse mail est déjà liée à un compte. Veuillez vous connecter. Veuillez en choisir une autre ou veuillez vous connecter. Donc, veuillez vous connecter. Donc là, on enverra ce message-là à l'utilisateur lorsqu'il tentera de s'inscrire avec une adresse mail qui est déjà utilisée. Et encore pour tester ça, on va retenir encore une fois dans Insomnia. Et je ne change pas les paramètres, je continue d'utiliser cet email qui est déjà enregistré dans la base de données MongoDB. Et cette fois-ci, je clique ici sur Submit. J'ai ici une erreur qui m'est retournée à nouveau. Ce qu'on peut faire pour le moment, on va dire que si jamais l'utilisateur est trouvé, plutôt que d'injecter ici une nouvelle erreur, on va ici faire ici un console.log de utilisateur trouvé ou utilisateur existant. Et là, si on revient dans Insomnia et qu'on reteste ici, on aura ici au niveau de notre console utilisateur existant qui sera ici. Alors là, la vérification se fait bien, mais c'est l'envoi du message vers l'écran de l'utilisateur qui pose problème. Alors là, l'application va totalement cracher. Et juste parce qu'ici, on a mis ici une opération asynchrone, c'est pour dire que, c'est-à-dire que cette opération va mettre du temps. Donc, lorsqu'on fait ici le user.find_one, on doit ici mettre ici un await pour qu'il puisse attendre que cette opération soit effectuée avant de continuer ici.
Et lorsqu'on fait ce qu'on fait ici, c'est if check user qui permet de vérifier si l'utilisateur existe. Et dans le cas où l'utilisateur existe, on retourne ici un message à l'utilisateur. On retourne ici un console.log au niveau de notre console pour afficher le message utilisateur existant. Et si on teste ça et qu'on soumet ça, on aura ici utilisateur existant. Mais si on essaie ici d'injecter ici une nouvelle erreur grâce à notre middleware d'erreur qu'on a défini ici au niveau de app.js en faisant un throw de new error de utilisateur existant, on continuera d'avoir ici une erreur si on essaie de soumettre ça. Et pourquoi est-ce qu'on a cette erreur là? Parce que ici le middleware qu'on a défini ici pour gérer ici les erreurs, c'est-à-dire ce middleware là, donc que je le retrouve rapidement. Voilà, ce middleware qui permet de gérer ici cette erreur n'est pas totalement constitué ici. Il atteint ici comme premier paramètre ici l'erreur. Et lorsqu'on travaille ici avec la route, ici on ne peut pas injecter ici le premier paramètre. Du coup, ce middleware ne peut pas prendre en compte l'erreur qui a été générée ici et ça fait bugger ici tout le système. Donc, si vous avez une manière différente de faire le middleware, vous pouvez l'utiliser. Mais vu que nous, ici, on atteint ici le premier paramètre qui est ici une erreur, on ne peut pas utiliser cette méthode-là ici. On ne peut pas utiliser ici ce custom-là pour faire ici cette vérification. Donc, ce qu'on va faire ici pour faire cette vérification, on va la faire directement du côté du contrôleur. Donc, plutôt que de faire ici un custom et faire ici toute cette vérification, on va retirer ici tout ce bout de code. Là, on va remettre la virgule. Donc, vous aurez juste ça, le body, notre empty is email et with message et normal is email. Et au niveau ici du contrôleur, lorsqu'on fait ici l'inscription de l'utilisateur, on va dire l'ajout de l'utilisateur. Ce qu'on va faire, on va venir écrire ici notre constante check user qui va prendre encore la même fonction user.find1. Et ici, on va rechercher maintenant ici par l'email. Et là, dans le contrôleur, comment est-ce qu'on récupère ici l'email? On récupère ici l'email à travers la request.body.email. Et ce que je peux faire, c'est que là, ici, je peux venir définir ici des constantes telles que le mail. Donc, const email, ça sera égal à request.body.email. Le username, donc const username, là, ça sera égal encore request.body.firstname. Donc là, on aura ici firstname à la place de username. Request.body.firstname. Et on aura ici last name. Et pour finir, on finira avec password. Donc last name. Et là, le dernier, ça sera ici password. Donc là, on mettra ici des constantes pour récupérer les valeurs que l'utilisateur aura saisies. Et ici, on ne fera pas ici un request.body.email, on récupérera directement ici le mail. Et cette opération-là, elle peut mettre du temps ici, donc on va la mettre ici en asynchrone, puisque ici la fonction signup, elle est ici asynchrone. Donc là, celle-là, on va la mettre ici en await pour qu'elle puisse attendre ici le résultat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si jamais on a check user qui est effectué, if check user, là maintenant ici, on peut faire ici un throw de new error. Donc là, ici, on peut ici injecter ici une nouvelle erreur. Et l'erreur, on va lui dire que ça sera utilisateur existant. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut constituer l'erreur de la même façon que celle du catch ici. Donc là, ici, on peut venir et lui dire qu'on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler erreur. Donc là, const error, ça sera égal à new error. Donc, on va faire ici un new error. Et là, on fera ici un error.statuscode. Donc là, lorsque l'utilisateur existe, on prendra ici un 401. Et là, pour finir maintenant, ici, on peut venir faire ici un throw de l'erreur. Donc là, on peut maintenant injecter l'erreur à travers ici ce middleware qu'on a créé pour gérer les erreurs. Donc, si on fait ça, qu'on essaie maintenant de soumettre ici ce formulaire, en cliquant ici sur Send maintenant, on aura ici le status code de 500 qui sera retourné et on aura le message utilisateur existant qu'on a défini ici. Et là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris en compte mon status code? Donc là, ici, il n'a pas pris en compte mon status code. Donc là, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas en compte le status code? Il devait retenir ici un 401 et retourne ici un 500. Et là, on n'a pas défini, on a défini le status code ici. Donc, error.statuscode, on a mis ça à 401. Et si j'essaie encore de soumettre ça, j'ai toujours ici le 500 qui est retourné. Alors là, je verrai ça plus tard, mais pour le moment, je pense que j'ai une erreur ici concernant ici le status code qu'on n'arrive pas à injecter. Néanmoins, l'erreur est bel et bien retenue à l'utilisateur et c'est que là, l'utilisateur ici est existant ou alors adresse email déjà utilisée.
veuillez en choisir une autre. Donc là, on lui dit que l'adresse mail est déjà utilisée et on l'invite ici à en choisir une autre ou alors à se connecter. Donc là, si on essaie encore la soumission de ce formulaire, on aura ici adresse email déjà utilisée, veuillez en choisir une autre. Et si ici on essaie maintenant de créer ici un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail, on va dire. Donc là, avec cette adresse mail là, et qu'on clique ici sur Send, on aura ici le compte qui sera créé parce qu'on aura ici enregistrement utilisateur effectué. Et si on va maintenant vérifier au niveau d'Insomnia, au niveau plutôt de la base de données Mongo. Donc là, au niveau de Mongo, la base de données, c'est Expense Tracker. La table, c'est User. Si on vérifie, là, on aura ici un premier champ qui sera ici la première valeur. Donc là, je vais la retirer. On aura encore une seconde entrée qui sera la deuxième valeur que j'ai mise ici pour faire le test. Je vais encore la retirer. Et là, on aura ici le premier qui prend le premier mail que j'avais défini. Et là, la seconde valeur qui prend ici le second mail que j'ai défini. Et là, il y a plus de deux encore. Je vais encore supprimer pour qu'on ait simplement ici deux adresses mail. Donc, à présent, on peut dire que là, on a terminé ici la partie inscription de l'utilisateur, si ce n'est le fait que là, au niveau du contrôleur, le status code n'est pas pris en compte. Mais là, je pense que je reviendrai dessus plus tard lorsque j'aurai trouvé pourquoi est-ce que le status code n'est pas pris en compte. Donc là, l'utilisateur peut maintenant s'inscrire à cette plateforme. La prochaine étape à faire, à prendre en compte, c'est maintenant la connexion. Donc au niveau de la connexion, ça sera ici la même chose. On fera ici une fonction qu'on va exporter ici en login. Donc ici, on va faire export.login. Ça sera la fonction de connexion. Et ici, ça sera encore une fonction asynchrone qui va attendre des paramètres de base tels que la requête, la réponse et la méthode next. Ensuite, ici, pour connecter un utilisateur, d'abord, la première chose à faire, c'est de s'assurer que le compte existe. Donc là, on va s'assurer que le compte existe. Et là, la vérification se fera encore par le mail. On va s'assurer que le compte existe en nous basant ici sur le mail. Et là encore, on peut venir prendre ici tout ce bloc qui permet de gérer ici les erreurs là et l'inclure directement ici dans le login parce qu'on l'a déjà pris en compte. Et là, ça va permettre de gérer ici les erreurs qui seront définies au niveau ici de la route login. Donc là, pour le moment, je pense qu'on n'a pas encore défini la route login, mais on va préparer directement le contrôleur ici. Ensuite, au niveau de ce contrôleur, on fera la même chose. Il y aura un try et un catch. Et on pourra récupérer ici les données. Donc là, au niveau de la fonction SyncApp, j'ai défini des constantes, donc je dois les utiliser lorsqu'on essaie ici l'utilisateur. Donc là, on aura first name, on aura last name. Donc là, il y a une virgule qui manque. Et ici, pour le hash password, ça sera plus request.body.password, ça sera password tout simplement. Ensuite, ici, pour le login, on va prendre ici toute cette vérification-là. Donc là, on va prendre tout ça. Et juste après, ici, le if qui permet de gérer ici les erreurs, on va mettre ici le même bloc de try et de catch. Donc là, en mettant encore un catch de erreur. Et on va lui dire que là, dans le cas où il y aura des erreurs, on affichera ici l'erreur. Donc là, on fera ici un next de erreur, dans le cas où on aura ici des erreurs. Et là, la vérification, elle est totalement différente. Lorsqu'on veut se connecter, on a besoin seulement d'une mail et du mot de passe. Et ici, on fera ici un check user qui permet de vérifier si le mail existe dans la base de données. Et si jamais le mail existe, alors on voudra faire la connexion de l'utilisateur. Et si le mail n'existe pas, alors on voudra retenir ici adresse email introuvable. Introuvable. Et là, cette vérification elle permet de vérifier si le mail existe. Donc ici, on va mettre ici un point d'exclamation pour avoir ici son contraire. Ensuite, au niveau des routes, ici, on va maintenant venir ici définir ici cette nouvelle route qu'on va appeler ici login. Et là, on peut dupliquer ici la route post qui permet de faire ici le sign up. Donc, on va voir cette route deux fois. Et là, on va la renommer celle-ci en login. Et là, on fera ici, veuillez fournir une email valide. On gardera le password, mais on supprimera le first name et le last name. Ensuite, là, ici, il prendra le host controller et la méthode, ça sera la méthode login. Donc, si on retourne dans Insomnia et qu'on souhaite tester ça et qu'on prend ici login et qu'on clique ici sur Send,
Et là, on remarquera qu'on aura ici un reload à l'infini. Et pourquoi est-ce qu'on a ce reload à l'infini? Parce qu'au niveau de la méthode login, au niveau de l'export signe, la méthode login qui permet de loguer l'utilisateur, on a juste mis ici un if qui permet de retenir ici des erreurs. Et là, pour le moment, il n'a pas d'erreur. Et là, on lui a dit que si jamais l'utilisateur, l'email n'est pas reconnu, tu retournes ici cette erreur. Et dans le cas contraire, tu fais rien. Et lorsqu'on dit à Node.js, tu fais rien, il retourne ici un infinite reload. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va couper ça et on va venir entrer ici une email invalide. Et là, on va supprimer les champs first name et last name. Parce que là, ici, on va essayer de simuler ici une connexion. Donc là, on met ici une email invalide. Et si on clique ici sur Send, on aura status code de 401. Et ici, on aura ici adresse email introuvable. Et là, cette fois, il a pris en compte ici le status code. Alors là, lorsque l'utilisateur entre ici une email qui est invalide, on a bel et bien le message adresse email introuvable qui lui est retourné. Maintenant, la prochaine étape à suivre, c'est de maintenant comparer, de le connecter lorsque l'adresse mail qu'il a fournie ici est valide. Et pour ce faire ici, la connexion, on doit générer ici un jeton de sécurité qu'on va stocker ici du côté du serveur, qu'on va pouvoir utiliser pour vérifier si cet utilisateur-là mérite de se connecter ou pas. Et pour pouvoir mettre en place ce système, on va installer encore un nouvel package de Node.js qui est le JWT token. Donc là, ici, on va venir là. Et ici, on va venir installer JWT. Donc là, on va venir faire npm i JSON web token. Donc là, on va faire npm i de JSON web token. On va faire un coup d'entrée pour attendre que ça finisse de s'installer. Une fois que l'installation à travers npm est terminée, ce qu'on va faire, c'est que là, on va l'inclure ici au niveau du hôte contrôleur. Donc là, juste après ici, bcrypt, on va venir créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler JWT qui sera égal à require au JSON web token qu'on vient à peine d'installer. Ensuite ici, donc là j'ai un const, oui, là, ensuite ici ce qu'on va faire c'est que lorsqu'on finit de faire ici cette vérification pour nous assurer que le mail de l'utilisateur est valide, on va vouloir créer ici un nouveau jeton qu'on va pouvoir utiliser plus tard pour pouvoir connecter ici cet utilisateur. Donc là, on va créer ici ce jeton. Ici, on va l'appeler token. Et on va lui dire que ça sera ici grâce à la méthode JWT et on va appeler ici sa méthode sign. Et ici, pour ce jeton, on va vouloir le constituer autrement. Donc là, on va vouloir créer ici le jeton grâce à l'email de l'utilisateur et ici son identifiant, donc son user ID. Et comment est-ce qu'on fait ici pour récupérer ici ces deux valeurs? C'est plutôt simple. Puisqu'ici, on envoie ici des données, on envoie ici, donc là que je regarde, je pense que je me trompe d'endroit. Et c'est dans la fonction login que je dois faire tout ça. Donc là, dans la fonction login, juste après le if différent de check user. Puisqu'ici, on envoie ici le mail et le mot de passe, on peut ici récupérer l'utilisateur directement ici. Donc là, après avoir fait cette vérification, juste avant de créer ici le token, on va récupérer l'utilisateur. Et là, on va faire ici un const user qui sera égal à user.find1. Donc là, on va retenir un utilisateur comme on l'a fait ici. Et je pense que là, on l'a déjà fait. On peut ici utiliser encore cette même requête check user qui permet de vérifier si l'utilisateur existe. Et si l'utilisateur existe, on ne sera pas dans ce cas-là. Alors, si l'utilisateur existe, ce qu'on peut faire directement, c'est que là, on peut comparer ici le mail, le mot de passe qu'il a envoyé avec le mot de passe qui est enregistré dans la base de données. Et dans le cas où il n'existe pas, on retourne ici cette erreur. Donc là, si l'utilisateur existe, ce qu'on va faire, c'est que là, on va comparer le mot de passe qu'il a envoyé au mot de passe qui est présent dans la base de données. Donc là, on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler password match pour dire mot de passe identique. Et là, on va appeler ici la méthode bcrypt. Donc là, je pense qu'on l'a déjà inclus. Et là, on va appeler sa méthode compare qui permet de comparer ici deux valeurs. Donc là, la première valeur, c'est la valeur qui provient ici du client. Donc là, ça sera ici le password. Et la seconde valeur, ça sera la valeur qui sera sauvegardée ici dans la base de données. Donc là, ça sera ici check user.password. Ensuite, là, je vais encore retirer mon token. Et là, je vais ici faire un if password match, c'est-à-dire dans le cas où les mots de passe sont identiques. Alors, on retourne ça. Et dans le cas contraire, on retournera ça. Et puisque dans le cas contraire, on retiendra ici une nouvelle erreur, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre ici un point d'exclamation pour retenir le cas contraire. Et dans le cas où les deux mots de passe ne matchent pas, on va créer encore une nouvelle erreur ici, comme on l'a fait au niveau du check user. Donc, on fera encore une constante qu'on va appeler error, qui sera égale à new error de mot de passe
incorrect. Et là, on va retenir encore un status code avec un r.statuscode de 401. Et là encore, on va rejeter ici cette nouvelle erreur. Donc, on va ici faire un throw de new error pour l'envoyer au niveau de notre middleware qu'on a écrit ici qui permet de prendre en compte les erreurs. Donc là, ici, on va comparer ici le mot de passe que l'utilisateur a envoyé au mot de passe présent dans la base de données. Et si jamais ces deux mots de passe sont identiques, on va faire ici des actions qu'on n'a pas encore définies. Et dans le cas contraire ici, si ces deux mots de passe ne sont pas identiques, on va ici injecter ici une nouvelle erreur pour qu'il puisse savoir que ces deux mots de passe ne sont pas corrects. Donc là, on va tester ça. Si on revient là et qu'on change ici le mot de passe, on lui met ici une fausse valeur telle que AZT1111 et qu'on clique ici sur Send, on aura adresse email introuvable parce que là, ici, le mail, c'est introuvable. Donc, je vais mettre ici un bon mail qui existe. Et si je fais ça, j'aurai ici error is not defined. Et là, j'ai error is not defined parce que là, j'ai ici créé ici une constante que j'ai appelée ici error. Et j'ai fait ici r.statuscode. Et là, c'est error.statuscode. Donc là, c'est l'erreur que c'est à cette erreur que j'ai attribué ici un status code. Donc, puisque j'avais mis ici un R, voilà pourquoi est-ce qu'il retenait ici cette erreur R is not defined. Donc, si je fais ça et que je clique ici sur Send pour envoyer cette requête maintenant, j'ai ici mot de passe incorrect. Donc là, on a ici géré le cas où le mail n'est pas correct. Par exemple, là, l'utilisateur rentre ici un mail incorrect et qu'il clique ici sur Soumettre, on aura adresse email introuvable. Et si jamais le mail est correct et le mot de passe n'est pas correct et qu'il soumet, on aura ici mot de passe incorrect qui lui sera retourné. Alors, à présent que là, on réussit à faire ici la comparaison du mot de passe pour nous assurer que le mot de passe est correct, ce qu'on peut faire, c'est dans le cas où le mot de passe est correct, on peut ici enchaîner ici avec ici un response. On va faire ici un res.json plutôt pour avoir ici le format JSON. Et ici, ce qu'on va vouloir avoir au format JSON, ça sera ici check user qui permet de vérifier si on a l'utilisateur. Donc là, on va faire un res.json de check user pour pouvoir récupérer ici toutes les informations de l'utilisateur. Donc là, si on clique ici sur soumettre ici maintenant et que là, on va mettre ici maintenant le mot de passe qui est valide, qui était AZERTY, le mail est valide aussi. Si on clique ici sur soumettre, on aura ici l'utilisateur qui sera totalement retenu avec le nom, le prénom, le mail et le mot de passe. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, vu qu'on est sûr qu'on retourne maintenant l'utilisateur qui correspond, on peut ici générer ici un jeton token qui pourra utiliser pour se connecter. Donc là, je vais débrancher un peu ma souris. Et c'est bon. Ensuite, là, je disais que lorsqu'on est sûr que l'utilisateur essaie de se connecter avec le bon mail et le mot de passe, on va ici générer ici un nouveau token qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir le connecter et pouvoir faire plus tard des actions qui sont uniquement possibles que lorsqu'il est connecté. Donc là, ici, pour créer ici ce token, c'est plutôt simple. On va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler ici token. Et ici, on va dire que pour ce token, on va utiliser ici le JWT qu'on avait déjà injecté. Donc là, je vais vérifier qu'on l'a déjà injecté. On avait créé ici une constante qu'on avait appelée JWT. Donc là, ça sera ici JWT.sign pour pouvoir appeler la méthode sign qui va nous permettre de créer ici un nouveau jeton. Et là, ici, on va dire que le nouveau jeton qu'on va créer sera constitué du mail et de l'ID de l'utilisateur. Donc là, pour la constitution du jeton, vous pouvez utiliser les valeurs que vous voulez. Vous pouvez faire ici la constitution du jeton avec le nom, le prénom, le mail et le mot de passe ou alors avec l'ID. Mais bon, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de créer ici le jeton avec seulement que l'ID de l'utilisateur et son adresse mail. Puisque l'identifiant, ça sera unique et l'adresse mail dans le système que je mets en place est aussi unique. Donc là, avec deux valeurs totalement uniques, je pense que le jeton sera totalement sécurisé. Donc là, pour créer ici le jeton, on va dire qu'on attend ici une clé qui sera ici email. Et là, la valeur ici de ce email, ça sera ici le check user. Donc là, la variable la constante qu'on a créée ici qui permet de récupérer l'utilisateur actuel. Check user.email. Et là, le user ID, on va créer encore une autre valeur qu'on va appeler user ID. Et ça sera ici le même check user. Et là où, si on regarde ici dans Insomnia, vous allez voir que là, c'est ._ID. Et juste avant ça, encore ici, je vais encore remettre ici un console.log de check user. Donc, on peut ici faire un check user, console.log de check user. Et là, on va faire un ._ID.
Donc là, on va voir ce qu'on obtient lorsqu'on fait un check user.id. Là, si on soumet ça, on aura ici secret or private key must have a value. Et je pense que c'est dû à ce token là. Donc là, lui, je vais le commenter. Et je vais encore retenter de faire ici ma soumission. Et là, vous voyez que lorsqu'on essaie ici maintenant de faire ici un console.load de check user, on n'obtient pas directement l'idée qu'on a ici. On obtient ici un nouvel objet qu'on appelle ici new object ID. Donc là, ce que nous souhaitons faire utiliser ici pour générer ici le token, ce n'est pas ici le new object ID, c'est simplement ici l'ID qu'on a mis ici. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est de récupérer uniquement ici le ID. Donc là, pour récupérer ici le ID, c'est plutôt simple. Au niveau ici de ce checkuser._id, on va ajouter ici la méthode .toString qui permet ici de convertir ici cette valeur-là en une chaîne de caractères. Donc là, si on enregistre ça maintenant et qu'on retourne et qu'on clique ici dans soumettre, sur soumettre plutôt, et qu'on retourne ici au niveau de la console, vous allez voir qu'on n'aura plus le new object ID, on n'aura plus ça, on aura simplement ici l'ID. Donc voilà comment est-ce qu'on fait ici pour convertir ici l'ID totalement ici en chaîne de caractères. Donc là, à présent, qu'on sait comment est-ce qu'on fait pour convertir l'ID en chaîne de caractères, on peut poursuivre ici la création de notre token. Et là, je vais décommenter tout ça. Et ici, pour utiliser ici le user ID, ce que je vais faire après le check user._id, je vais venir enchaîner encore sur le toString. Ensuite, ici, lorsqu'on crée ici un nouveau jeton token, ce qu'on doit faire, c'est que là, on doit créer ici une nouvelle clé privée qui va permettre ici d'être l'identifié ici de ce token. Donc là, vous devez créer ici une nouvelle clé privée et vous l'appelez ici comme vous voulez, mais elle doit être privée et elle doit être connue uniquement qu'ici du backend. Donc le client front-end ne doit pas avoir connaissance de cette clé. Donc là, vous pouvez mettre ici ma clé privée ou alors ma clé private, on va dire. Ensuite, ici, pour le token, vous pouvez ici mettre ici une date d'expiration. Vous pouvez le mettre ici expire in. Et ici, vous pouvez mettre ici que ça sera périmé, ce token-là. Le token qui sera généré ici pour la connexion de cet utilisateur-là sera périmé ici en 1 heure. Après 1 heure, ce token-là sera plus valide. Et là, l'utilisateur devra faire une nouvelle demande pour avoir ici un nouveau token. Ou alors, du côté du front, ce qu'on va faire, c'est qu'après 1 heure, on va supprimer ce token de l'appareil de l'utilisateur pour pouvoir l'inviter ici à se connecter. Ou alors, si vous ne voulez pas ici avoir ici le 1 heure, vous pouvez faire ici des recherches pour lui dire que là, vous voulez que le token dure ici une journée, une semaine et un mois. Donc là, vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez. Mais pour le moment, on va dire que nous, on souhaite rester ici sur 1 heure et faire ici expirer ce token après 1 heure. Ensuite, là, après la création de ce token-là, ce qu'on peut faire encore, c'est que là, on va retenir maintenant ici le statut parce que là, à présent, l'utilisateur est connecté, on va dire. Donc là, on va retenir ici le statut. Un statut, on va mettre ici un statut de 200. On va retenir ici un message du format JSON. On dira qu'on aura le message qui sera utilisateur. Non, plutôt, on aura le message qui sera connexion effectuée. Là, on retiendra le token parce que lorsqu'on va faire ici la connexion, on aura besoin ici de ce token-là. Donc, si on le retourne ici, c'est pas mal. Là aussi, on pourrait retenir encore l'idée de l'utilisateur tel que le user ID ou totalement ici le user. Donc là, ici, on va retenir ici le user ID. On verra plus tard comment on peut faire pour ajuster. Donc là, on retiendra le user ID ici. On va convertir ici son ID ici en string. Ou alors encore, on peut totalement retenir ici le user avec ici le user. Donc là, ici, ça sera check user. Donc check user. Donc là, ici, on pourra retenir encore check user pour retenir totalement l'utilisateur. Et là, on verra plus tard comment est-ce qu'on peut ici ajuster ici le front pour pouvoir bénéficier, utiliser ces informations qu'on lui retourne. Donc lorsqu'on retourne ici tout ce bloc de code là, si on vient maintenant tester au niveau d'Insomnia et qu'on clique ici sur soumettre, on aura ici connexion effectuée qui veut dire que l'utilisateur est totalement connecté. On aura son token qui aura été généré qui sera là. On aura ici son user ID qui sera là. On aura ici le user. On aura les informations ici de l'utilisateur telles que le mail, le nom, le prénom, l'email et le mot de passe. Donc là, lorsqu'on retourne ici la valeur de l'utilisateur, ici on peut omettre ici le mot de passe, mais pour le moment, on va laisser ainsi. Donc, là, à présent que l'utilisateur est connecté, ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer ici une nouvelle route qu'on va dire qu'on va créer une route qui est protégée.
Et là, cette route-là sera uniquement accessible par les utilisateurs qui seront connectés à l'application. Donc, pour la mise en place de cette route-là, au niveau du dossier route, on va créer ici une nouvelle route qu'on va appeler... comment est-ce qu'on peut l'appeler ici? On va l'appeler ici expense. Donc là, on va l'appeler expense.js. Et pour cette route, elle sera constituée de la même manière que la route ici, la route off. Donc là, ici, on appellera ici le routeur. Donc, je vais copier tout ça et venir remettre ça ici. Et là, je vais supprimer ici la route post et la route post. Donc là, ici, on mettra ici un routeur. On va créer ici une nouvelle route qu'on va appeler ici en get qui sera expenses/all qui permettra de récupérer ici toutes les dépenses. Donc là, si c'était une méthode body, on devrait appeler ici un validateur. Mais là, puisque c'est pas ça, on appellera ici une fonction pour le moment. Et pour cette fonction-là, tout ce qu'on voudra qu'elle fasse, c'est qu'elle retourne ici un res.json. Et là, on mettra ici un message qui sera liste des dépenses. Et cette route-là, on va vouloir qu'elle soit appelée lorsque l'utilisateur est connecté. Donc, pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est que là, au niveau de Insomnia ou Postman, on va créer ici une nouvelle route et on va vouloir accéder à cette route-là d'abord. Donc là, c'est dans le dossier expense. Donc, c'est expense/all. Expense/all. Et au niveau du app.js, je vais venir créer ici une nouvelle route. Donc là, j'ai créé ici les routes qui permettent de gérer ici l'authentification. Je vais créer encore une nouvelle route qui permet de gérer ici les dépenses. Donc là, on va faire un const de expense route. Donc expense route si vous préférez. Et là, ça sera égal à require de route/expense. Et là, on doit venir ici utiliser ici cette route pour lui dire qu'on va faire ici un app.use. On va dire que lorsque ça commence par expense, on va utiliser ici ce expense route là. Ensuite, au niveau des expense route, on va un peu ajuster ici le code pour lui dire que là, on va vouloir commencer ça par all. Puisque ici, au niveau du app.js, on a déjà dit que toutes les routes qui vont commencer par expense seront gérées par la route ici expense. Donc, si je fais ça et que je retourne ici et que je clique ici sur Send, vous verrez que j'aurai ici res is not defined. Donc là, res n'est pas défini parce qu'on n'a pas de res et ici la méthode next. Et si je fais ça et que je clique ici sur Send, j'aurai ici la liste des dépenses. Et là, on voit que pour le moment, on réussit à avoir accès à cette route sans être connecté. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir protéger ici cette route pour que cette route ne soit accessible que lorsque l'utilisateur est connecté. Donc là, comment est-ce qu'on peut faire ça? Pour faire ici la protection d'une route avec Node.js, on peut utiliser ici un middleware qu'on va concevoir nous-mêmes pour faire ici cette vérification. Donc, lorsque l'utilisateur s'y connecte, on lui fournit ici des paramètres tels que le token. Et c'est ce token-là qu'on va utiliser ici pour faire cette vérification. Donc là, on va vérifier que ce token-là existe. Et si jamais ce token-là existe, alors l'utilisateur est connecté. Si ce token-là existe et est valide plutôt, alors on considérera que cet utilisateur plutôt est connecté. Donc là, pour créer ici cette fonction, au niveau de l'arborescence principale, on va venir créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler middleware. Donc là, je vais créer ici un nouveau dossier que je vais appeler middleware. Donc là, middleware. Et là, dans ce middleware, je vais créer encore un nouveau fichier que je vais appeler, je pense l'appeler isConnected. Donc là, je vais l'appeler isConnected.js. Donc là, qui permettra de vérifier que l'utilisateur est connecté. Ensuite, là, pour ce isConnected, ce middleware là, je vais créer ici, je vais commencer d'abord par importer ici le JWT, le JSON Web Token, parce que c'est lui qui permet ici de savoir si on a un jeton JWT ou pas. Donc là, on va importer ici JSON Web Token. Et là, on va créer ici un nouveau module qu'on va pouvoir exporter pour qu'on puisse l'utiliser sur les autres routes. Et là, il va utiliser les paramètres de base de Node.js tels que la request, la response et la méthode next qui va permettre de passer au middleware suivant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer ici un nouveau header qu'on va appeler ici check authorization header.
Parce que lorsque l'utilisateur est connecté, on voudra que au niveau de Insomnia ou Postman, il puisse ici envoyer ici un nouveau header qui va s'appeler ici autorisation. Donc là, cette constante-là va permettre de vérifier que cette autorisation-là existe. Donc là, on va faire ici un request.get et là, on va voir si dans les headers qu'on a, on a un header qui s'appelle authorization. Donc là, si on a ce header-là, on pourra dire que là, ici, on pourra faire ici démarrer le processus de vérification. Donc là, ici, si on n'a pas ce header authorization qui nous est ramené, cela veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté. Et là, on va créer ici une nouvelle erreur qu'on va appeler ici new error. Et là, on va dire que ça sera non connecté. Donc là, lorsqu'on n'aura pas cet header-là, on dira que le message qui sera retenu à l'utilisateur, ça sera non connecté. Donc là, on me dira utilisateur non connecté. Et là, on va encore retenir ici un status code pour ce message d'erreur là. Et là, ça sera, on va dire que ça sera 401. Et là, on va vouloir faire ici un throw de new error. Donc là, on va ici throw de l'erreur. On va envoyer ici l'erreur pour que le middleware qu'on a défini au niveau du app.js, ce middleware qui permet de gérer ici les erreurs, puisse prendre ça en compte. Ensuite, ce qu'on va commencer par faire, c'est que là, ici, au niveau de la fonction all, je vais venir maintenant inclure ici ce middleware. Donc là, je vais créer une nouvelle constante qui sera check is connected. Et là, ça sera égal à require et je vais inclure le middleware que je viens de créer. Et là, c'est dans le dossier middleware et là, ça c'est is connected. Donc, lorsqu'on appelle ici la méthode all pour obtenir toutes les dépenses, je vais appeler ce check is connected. Et là, à présent, si je retourne ici et que j'essaie de recevoir ici la liste des dépenses, si je clique ici sur Send, j'aurai ici utilisateur non connecté qui sera directement ici retourné. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ça qui est directement retenu? Parce que là, on n'a pas fourni ici le header qui s'appelle ici autorisation. Donc, dès que ce header autorisation n'est pas fourni, on envoie ici un message d'erreur à l'utilisateur pour lui dire qu'il a besoin de se connecter. Et celui qui va faire ici le front saura que cette route est protégée et qu'on a besoin ici de connexion pour pouvoir y accéder. Donc là, à présent, je vais ici fournir ici le header qu'on appelle ici autorisation. Et là, je vais cliquer ici sur Send. Vous allez voir qu'on aura ici utilisateur toujours non connecté. Et là, pour la valeur de l'autorisation, on va mettre n'importe quoi. Et là, vous allez voir qu'on met ici n'importe quoi dans la valeur de l'autorisation, on aura ici un infinite reload, ce qui veut dire que on n'est plus ici dans ce bloc de code là, il a passé ce bloc de code là et il attend ici de nouvelles instructions. Et puisqu'on n'a pas donné ici de nouvelles instructions, alors il va faire ici une boucle à l'infini. Donc lorsque vous travaillez un node, sachez donner ici de nouvelles instructions à chaque fois pour ne pas tomber ici dans des boucles infinies. Ou alors, vous pouvez ici mettre ici la méthode next pour qu'il puisse passer ici au middleware suivant. Donc là, dans ce cas-là, si je mets ici next et que je clique ici sur soumettre, puisqu'il n'aura pas ici d'erreur, il va retenir ici le middleware suivant. Et le middleware suivant, c'est celui qui lui demande d'afficher ici la liste des dépenses. Alors, pour faire ici la vérification du cas où il est connecté ou pas, on doit vérifier ici l'autorisation. Et l'autorisation qu'on attend doit avoir un format bien spécifique. Elle doit toujours commencer ici par le mot-clé bearer, suivi ici du token qu'on a généré lors de la connexion. Donc là, on va vouloir encore faire ici une seconde vérification. Donc là, on va créer une constante qui sera ici le token. Et là, on va dire qu'on va appeler le check authorization header. Donc, le check authorization header. Et là, comme je l'ai dit, le mot-clé commence ici par bearer suivi d'un espace suivi du token. Donc, si je souhaite récupérer ici le deuxième élément qui est le token dont moi j'ai besoin pour faire ma vérification, je peux ici récupérer ici le header. Donc, pour le moment, je vais ici faire ici un console.log du token pour voir ce que j'obtiens. Donc là, je vais faire ici un console.log du token et je vais laisser ici pour le moment bearer token. Et je vais cliquer ici sur soumettre pour voir ce que j'ai. Et j'aurai ici bearer token qui sera dans ma console. Donc là, ce qui m'intéresse ici, c'est la valeur token. Donc, comment est-ce que je peux faire ici pour retenir ici token tout simplement? Donc, ici, j'essaie ici la méthode split de JavaScript qui me permet ici de séparer.
Donc, je vais mettre ici le split et je vais dire que je souhaite séparer ici par les espaces. Et si je fais ça encore, j'aurai Bearer qui aura ici, il sera dans le premier tableau, le premier objet du tableau, et Token qui sera le second objet du tableau. Et si je change ici Bearer Token DDDD, j'aurai ici ça qui sera dans la seconde valeur du tableau. Et puisque c'est cette valeur-là que je vais récupérer, je peux ici utiliser son index. Et en JavaScript, l'index commence par 0, donc le Bearer c'est l'index 0 et le token c'est l'index 1. Donc là, moi je vais appeler ici l'index 1 pour pouvoir avoir la valeur ici du token. Et cette fois, si je soumets ça, j'aurai ici token DDD qui sera retourné, qui sera la valeur ici de mon token. Donc là, ici, je récupère maintenant ici la valeur de mon token. Donc là, je dois faire ici une vérification pour voir si ce token-là est valide ou pas. Donc là, je vais créer ici une nouvelle constante ou une nouvelle variable que je vais appeler decode token. Donc là, ça sera ici une fonction qui permet de vérifier si ce token est valide ou pas. Parce que là, vous voyez que là, j'ai fourni ici un token qui s'appelle token DDD et ce token-là, typiquement, il n'est pas valide. Donc là, je dois faire encore cette vérification pour m'assurer que ce token est valide. Donc là, je vais procéder ici encore avec ici un try. Et là, je vais dire que je vais appeler ça le decode token que j'ai créé, cette variable decode token. Et là, je vais encore appeler le JWT et il y a ici une méthode verify qui permet de vérifier ici un token. Et je vais vérifier ici le token que j'ai créé. Et là, le mot-clé qu'il utilise ici pour vérifier, c'est le mot-clé privé que vous avez choisi lorsque vous avez créé ici la connexion de l'utilisateur. Lors de la connexion de l'utilisateur, vous avez défini ici un mot-clé. Donc là, c'était dans contrôleur auth.js. On avait défini ici un mot-clé que j'avais dit qu'il était privé. Donc moi, je l'avais appelé ma clef privée. Donc là, il utilisera ce mot-clé ici pour faire ici cette vérification. Ensuite, ici, dans le try, on aura encore un catch et là, on aura ici toujours l'erreur. Et là, on dira que si jamais le decode token échoue, c'est-à-dire qu'on aura ici une erreur, on retiendra ici le status code qui sera ici 500. Et là, on va ramener ici l'erreur à notre middleware qui est utilisé ici pour gérer les erreurs. Ensuite, là, on va faire encore une autre vérification pour lui dire que si jamais ici le token est valide, donc là, si jamais le token est valide, on souhaite continuer. Et ce que je vais faire, je vais dire que si jamais le token n'est pas valide, je vais créer ici une nouvelle erreur que je vais retenir encore à l'utilisateur en faisant ici const error égale à new error. Et là, ça sera non connecté. Donc là, on peut retenir le message personnalisé pour dire token invalide ou token, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez faire, non connecté, token invalide. Mais si on met token invalide, c'est pas pratique. Donc là, on va mettre ici non connecté. Ou alors, on pourra mettre ici échec de la connexion. Ensuite, là, on retiendra encore le status code pour que mon middleware puisse le prendre en compte. Et là, je vais injecter encore cette erreur au niveau ici de mon middleware des erreurs. Donc là, cette fois-ci, je réponds sec, je clique ici sur Send. J'aurai ici 500 internal error, JWT malformat qui sera retourné. Donc là, si je mets ici error.message égale JWT error et que je soumets ça. Donc là, on est dans ce cas-là au cas où ici, la vérification n'échoue pas. Donc si ce cas-là gère, je n'ai plus besoin de mettre ça. Mais je pense que je vais laisser ici ce bloc de code là parce que je pense que il peut arriver des cas où le cache ne puisse pas prendre l'erreur et plusieurs vérifications, ça ne pose pas de problème. Donc là, mon message échec de connexion, je vais le mettre ici aussi. Et là, je vais mettre ici token invalide dans ce cas-là. Et si l'utilisateur essaie de s'inscrire, de se connecter maintenant avec un faux token, on aura ici status message, échec de connexion, token invalide. Et ici, on aura 500 qui sera retourné. Et là, ce n'est pas une erreur de serveur, c'est une erreur qui vient du client. Donc, je vais mettre ici un 401. Et là, on aura échec de connexion, token invalide. Donc, ce qu'on peut faire lorsque le token est valide maintenant, on peut ici
conserver ici l'idée de l'utilisateur pour qu'il ne puisse pas l'envoyer à chaque fois lorsqu'il va faire ici des demandes. Donc là, ici, on peut faire ici un request. On va sauvegarder ici l'idée de l'utilisateur à travers toute la request de l'application. Donc là, on fera ici un request.userID. Ça sera égal ici à decode token. Donc là, ici, le decode token qu'on a créé. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre encore un console.log de decode token pour qu'on puisse voir son contenu. Donc là, si j'essaie ça encore, on aura toujours échec de connexion. Mais si j'essaie de me connecter maintenant avec un token valide comme celui qu'on a généré lors de la connexion de cet utilisateur, donc tout ce token là, je vais copier ça et après BIRE, je fais un espace et je colle ici ce token. Si je clique ici sur soumettre, j'aurai ici liste des dépenses qui sera retournée. Mais là, vous allez voir que là, mon décode token, puisque j'ai mis ici un console.log, voilà ici le contenu de mon décode token, on a l'email, le user ID. Donc là, dans mon decode token, ce que je peux faire pour sauvegarder ici l'idée de l'utilisateur à travers toutes les requêtes qu'il va bientôt faire, je peux ici faire ici un decode token .user ID. Et là, si je fais ça, que je clique ici sur soumettre, j'aurai ici liste des dépenses qui sera retournée. Mais au niveau ici des expenses dans les routes, ce que je peux faire, je peux ici essayer de voir si je récupère l'idée de l'utilisateur qui est connecté. Donc là, je peux ici faire ici message, liste des dépenses et ici user ID qui sera égal à request.user et la valeur ici correspond à celle que vous avez définie ici. Donc request.user ID. Et je vais tenter de faire ça encore une fois. J'aurai ici liste des dépenses et j'aurai ici le user ID qui sera retenu. Et là, on pourra utiliser ici l'ID de cet utilisateur là pour pouvoir faire des requêtes sans qu'il n'ait besoin de les envoyer à chaque fois. Alors là, on vient de terminer ici le module de connexion et le module d'inscription. Donc là, vous avez appris à créer ici un middleware qui va permettre de protéger ici des routes. Donc là, avec ce middleware, vous pouvez créer ici plusieurs ensembles de routes, des routes qui seront protégées et un autre ensemble de routes qui seront accessibles lorsque l'utilisateur ne sera pas connecté. Comme ce qu'on a fait ici, on a deux types de routes. Les routes de l'authentification qui sont le sign-in et le login, le sign-in et le login qui sont accessibles lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. Et les routes de l'expense ici, des dépenses qui sont uniquement accessibles lorsque l'utilisateur est forcément connecté. Et ici, au niveau de ce contrôleur-là, je vais venir ajouter ici un nouveau contrôleur que je vais utiliser pour faire les dépenses parce que je ne vais pas faire tout dans la fonction ici. Et je vais l'appeler ici expense.js. Et là, dans autre.js, je vais copier ici tout ce contenu et le mettre ici dans expense.js. Et tout ce que je vais faire pour le moment, c'est que là, je vais supprimer ici ces deux fonctions. Donc là, j'aurai ici ces deux fonctions qui seront supprimées et je vais ici export.getExpense. Et là, on aura ici la variable les requests, la response et la méthode next. Et on attendra ici de récupérer ici des paramètres. Et là, pour le moment, tout ce que je peux faire, c'est que je vais faire ici un res.json. Et je vais retenir ici le même message qui sera ici liste des dépenses. Et puisqu'on n'a pas encore mis cette table là, on n'a pas encore créé ici cette table et les interactions qui vont avec. Pour le moment, on va laisser ça ainsi et on aura ici le user ID qui sera égal à rec.userID. Et cette méthode getExpense du contrôleur expense, on va maintenant le lier ici au niveau de la route ici. Donc là, ici, ça sera expense contrôleur qui sera égal à require de contrôleur. Cette fois, ça sera pas autre, ça sera ici expense. Et là, on n'aura pas la fonction, on n'aura pas cette fonction-là liée. On aura ici le expense controller. Et ici, on appellera la méthode getExpense. Et là, si on revient avec un clic ici sur soumettre, on aura toujours le même résultat qui sera retourné.